plutôt content. Bienvenue à tous. Point technique. Donc, ce webinaire, va être diffusé et on va vous demander de couper à la fois vos caméras et vos micros dans un premier temps. Comme ça permet aussi de faire un enregistrement et de garantir le droit à l'image. Voilà. À certains moments, on a notre technicienne Mila qui pourra aussi couper les micros. Et vous pourrez intervenir et échanger avec nous via le chat. Donc, à chaque fin d'intervention des expertes, vous aurez un temps d'échange avec nous et vous pourrez intervenir via le chat. On lira vos questions et on y répondra ensemble. Donc, niveau timing, il est 9h30, donc on va pouvoir commencer ce webinaire des expertes du Centre Ressources Intim-Agir Occitanie. Et donc, je suis accompagnée de 3 des premières expertes qui seront présentes aujourd'hui, le collectif Déterminé. Donc, on les présentera un peu plus tard. Ensuite, vous aurez l'équipe mobile d'intervention du handicap psychique de l'hôpital Marchand ici à Toulouse qui interviendra. Et enfin, le docteur Marie-Christine Gau qui viendra présenter le centre de santé sexuelle de la Haute-Garonne. On devait avoir aussi Nathalie Martinez du CREAI-ORS et Marie D'Acosta du planning familial Occitanie. Malheureusement, c'est un peu des histoires de vie. Elles sont malades toutes les deux et elles n'ont pas pu être présentes. Bon, ce n'est que partie remise. Elles avaient préparé leurs interventions. On essaiera de refaire quelque chose avec elles. Donc voilà, on commence avec la présentation du Centre Ressources Intim-Agir Occitanie, pour ceux qui ne connaîtraient pas le Centre Ressources Intim-Agir Occitanie. Et donc, on va partager une présentation avec vous. Donc, notre webinaire s'appelle « Histoire d'expertes, vous racontez, vous écoutez ». Donc, on partira de situations finalement pour lesquelles le Centre Ressources Intim-Agir est sollicité, soit par des personnes en situation de handicap, soit par des professionnels qui les accompagnent, ou également par des aidants familiaux qui nous contactent. Et à certains moments, pour avoir un appui plus technique, plus professionnel, avec des expertises différentes, on fait appel à notre comité d'experts. Et donc, l'idée, c'était de dire comment elles peuvent venir en appui du Centre Ressources Intim-Agir. Donc, le Centre Ressources Intim-Agir, on est un lieu d'accueil pour poser des questions, trouver des conseils, des informations concernant la vie intime, affective, sexuelle, le soutien à la parentalité, le désir d'enfant également, et également sur la lutte contre les violences que peuvent rencontrer les personnes en situation de handicap. Donc, on recueille des informations, on essaie de repérer les différents partenaires, différents dispositifs qui existent, les outils que l'on peut utiliser pour accompagner sur ces sujets, les publications donc sur la santé sexuelle, sur la parentalité, la prévention des violences. Et enfin, on permet comme ça de donner de l'information à des personnes qui recherchent soit un partenaire vers qui s'orienter, et on orientera la personne vers un partenaire. Ça peut être un sexologue, ça peut être un gynécologue, ça peut être quelqu'un qui va pouvoir les aider parce qu'ils ont été victimes d'une violence et ils ont besoin de savoir vers qui se tourner pour avoir un soutien psychologique, pour être accompagné dans une démarche. Ça peut être aussi trouver une sage-femme qui peut les accueillir pour leur parler à la fois de leur désir d'enfant ou bien les accompagner dans une grossesse. C'est également un dispositif qui va permettre de sensibiliser toute la société sur la question de la vie intime, affective et sexuelle des personnes en situation de handicap et qui va pouvoir faire en sorte que ce sujet-là ne soit pas un sujet tabou, qu'on puisse reconnaître ce droit aux personnes en situation de handicap, comme pour toute personne qui vit dans notre société, et qu'on puisse aussi faire valoir qu'on peut avoir une vision positive d'une vie intime, affective et sexuelle, ou d'un accès à la parentalité si la personne, elle trouve dans la société tous les appuis qui sont nécessaires pour qu'elle puisse avoir cette vie intime, personnelle, parentale, dans les mêmes conditions que les autres personnes. Voilà, donc on va faire en sorte aussi de préserver, bien sûr, le respect de la santé sexuelle, parce que
on peut le dire, on est en ce moment dans les semaines de la santé sexuelle. Donc, c'est des semaines nationales qui existent un peu partout sur les territoires. En Occitanie, elles durent presque 2 semaines. On est du 3 juin au 15 juin à peu près. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'événements dans le cadre de ces semaines de la santé sexuelle pour effectivement faire valoir ce bien-être qui est lié à la santé sexuelle. Donc, moi, j'en ai fini de la présentation du Centre Ressources Intime Agir Occitanie. Si vous avez des questions, on verra tout à la fin pour pouvoir répondre à vos questions. Et puis, je vais commencer à passer la parole à nos expertes, puisque c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc, je vais du coup vous présenter le collectif Déterminé. Et je vais leur laisser la parole pour qu'elles puissent nous dire en fait comment elles se sont constituées. Donc, vous avez avec nous Sandrine Carême, Alexia Perret et Amélie Land. On leur laisse la parole. Bonjour à tous, on va vous présenter le collectif Déterminé. Mais dis-moi Sandrine, le collectif Déterminé, en fait, c'est quoi? Alors, c'est toute une belle histoire, née d'une rencontre. Et cette rencontre, elle s'est faite justement avec ce centre ressources Intime Agir. Donc, c'est ça qui est assez extraordinaire. On s'est rencontrés en 2021. Enfin, nous toutes les trois, en tout cas, moi, je ne vous connaissais pas, vous vous connaissiez déjà, puisque voilà, on est issus de formations très complémentaires à l'université en sexologie. Et par cette rencontre, en fait, on s'est rendu compte que finalement, on avait les mêmes objectifs, d'intervenir en formation auprès des professionnels sur le sujet de la vie affective et sexuelle et auprès évidemment des personnes concernées par le handicap lors d'ateliers d'éducation à la vie affective et sexuelle. Et donc, de ces premières rencontres sont nées une volonté d'agir ensemble, d'interagir ensemble, toutes les trois, et de fonder ce collectif. Alors Alexia, tu peux peut-être en dire un peu plus sur ce collectif, pourquoi les déterminer? Ah, pourquoi collectif Déterminé? Il y a deux raisons principales. En fait, la première raison, c'est que quand même, une de nos premières missions, c'est de militer pour l'autodétermination à la vie affective et sexuelle. Et la deuxième raison, c'est quand même qu'on est bien déterminé à faire bouger les choses. Et donc, du coup, ce collectif Déterminé, vous l'avez vu, hein, c'est des expertes à destination du Centre Ressources Intime Agir. Amélie, tu veux nous dire un petit peu qu'est-ce qui fait ce collectif Déterminé avec le Centre Ressources Intime Agir Occitanie? Alors, du coup, le collectif Déterminé au cœur du centre ressources Intime Agir agit donc au sein du comité des expertes, mais aussi on a développé tout récemment des groupes de parole. Donc, deux types de groupes de parole différents. Peut-être on peut le voir sur la diapo suivante. Le groupe de parole qui s'appelle Intime Ensemble, qui va s'adresser aux personnes concernées par un handicap, qui a lieu tous les premiers jeudis du mois, de 17h30 à 18h30. Donc, du coup, l'idée, c'est de pouvoir créer un espace, justement, dédié aux personnes en situation de handicap par le biais de la visio. Donc, j'anime personnellement, justement, ce groupe de parole. Il aura lieu d'ailleurs tout à l'heure, en fin d'après-midi. Alexia et Sandrine, elles, animent un autre groupe de parole qui s'appelle Intime Aidant, donc, du coup, qui est à destination des familles, des proches aidants qui sont souvent, effectivement, en difficulté ou en questionnement par rapport à la vie intime, affective et sexuelle de leurs proches ou des personnes qu'ils accompagnent autour d'eux. Et ensuite, notre participation au sein du centre ressources a été à un moment donné de pouvoir donner un petit coup d'accélérateur sur la visibilité du centre ressources. Et donc, chacune de nous, on a été missionné sur certains territoires justement pour faire connaître le dispositif et commencer à lancer une dynamique territoriale, puisque le centre ressources a justement cette envie, cet intérêt de se déployer dans chacun des territoires d'Occitanie avec un comité territorial pour rassembler les personnes pour qui, justement, ces questions-là, à la fois de handicap et de vie affective et sexuelle, sont importantes. Donc voilà, notre participation au sein du centre ressources. Est-ce que tu veux peut-être préciser sur quel territoire on est intervenu et sur quel territoire on peut être sollicité éventuellement? Effectivement, donc du coup, il va falloir que vous m'aidiez un petit peu, sans doute. Sandrine, je sais que tu es sur le Tarn. Et l'Aude. Et l'Aude, voilà. Alexia. Moi, je suis sur le Gers et les Hautes-Pyrénées. Voilà, et donc moi, je suis missionnée sur plutôt le Nord-Occitanie, au niveau du Lot, du Tarn-et-Garonne, de l'Aveyron et de la Lozère. Et les autres territoires ne sont pas oubliés, mais il y a d'autres personnes qui agissent. C'est important. Voilà. Les autres territoires, on a fait aussi en fonction de notre présence géographique sur le territoire pour aussi être au plus près des partenaires et de la vie quotidienne, on va dire, des acteurs sur ces questions-là.
Et les autres territoires, finalement, c'est Vas-y. le planning familial qui intervient dans les autres départements et qui en appuie justement à ce déploiement du centre ressources Intime Agir sur les autres départements. On ne va pas tous les citer parce qu'il y a 13 départements d'Occitanie, mais voilà, sachez que tous les départements sont couverts. Ça y est, donc du coup, voilà. Peut-être pour préciser que si vous voulez vous inscrire, c'est encore possible. Il y a encore des groupes de parole qui ont lieu. Donc, il y a le premier qui démarre enfin ce soir à 17h30 aussi pour Intime Aidant et d'autres rendez-vous qui sont prévus. Et on anime aussi des webinaires. Pas plus tard qu'hier, Alexia a animé un webinaire sur le plaisir. Et on aura à la rentrée l'occasion d'animer un webinaire aussi sur le genre, sur la question du genre. Donc, tenez-vous prêts à suivre bien les informations sur les réseaux sociaux et sur sur le site internet. Je dis notre parce que voilà, maintenant, je fais partie du comité des experts. Je me sens vraiment dans le centre ressources. Mais voilà, toutes les informations seront mises en ligne sur le site internet. C'est ça. Du coup, Alexia? Alors, Alexia, c'est moi qui vais présenter Alexia, voilà, ma collègue Alexia, donc sexologue, consultante et formatrice, qui a créé il y a quelques années déjà, à peu près en même temps que le Centre Ressources, sa société, donc Sex Eco, pour être tous égaux face et tout égal pardon, par rapport à la sexualité, et les personnes en situation de handicap, elles aussi, fort heureusement, peuvent avoir une vie intime, une vie sexuelle. Donc ces spécialités, bien le handicap, bien entendu, comment en fait on peut parler de vie affective et sexuelle en institution. Alexia Perret, elle est également sexologue et thérapeute de couple, donc elle accueille tout public, mais également des personnes concernées par le handicap, parce que parfois on vient en parler en collectif, on anime des ateliers, on forme les professionnels, mais c'est important aussi de se dire qu'il y a des situations qui peuvent être plus complexes et que les personnes ont besoin de parler de leur intimité, ont besoin d'un espace safe en cabinet pour pouvoir parler et aborder en fait ces sujets en toute confidentialité. Alexia travaille aussi bien sûr sur les sujets comme nous toutes, de l'autodétermination, c'est le nom de notre collectif, et ce qu'on appelle la citoyenneté sexuelle, en fait, comment s'exprimer en tant que citoyenne et citoyen sexuel. Et Alexia, elle a une spécialité aussi, parmi nous, c'est qu'elle s'est formée à la communication alternative et améliorée. Donc ça, c'est important. Voilà, s'il y a en effet des demandes sur ce sujet, elle peut intervenir très spécifiquement. Et Alexia, pour conclure, elle a, même si on n'aura pas fini de conclure, il y a tellement de choses à dire, mais elle a un petit truc en plus. Et son petit truc en plus, c'est qu'elle a en fait créé, il y a quelques mois, en fait, elle a lancé un outil magique qui s'appelle S'expliquons-nous. Peut-être certains en ont déjà entendu parler. Et si ce n'est pas le cas, voilà, je vous invite à nous contacter pour qu'elle puisse vous le présenter. Voilà, un outil en fait pour parler plus facilement de vie affective et sexuelle dans le champ du handicap. Parce qu'on s'était rendu compte que finalement, ton constat, Alexia, c'était il n'y avait pas d'outils suffisamment adaptés. Il y a beaucoup d'outils pour les autres publics, notamment pour le public des jeunes, mais peut-être que par rapport au handicap, on n'avait pas d'outils suffisamment pertinents. Et donc, Alexia a créé un outil très complet qui s'appelle S'expliquons-nous. Merci. Alors, suite à cette présentation, je te laisse nous raconter, en fait, parce que l'idée, c'était qu'on se raconte et qu'on vous présente finalement une situation qui pouvait nous arriver dans notre quotidien de consultante, formatrice, éducatrice à la sexualité. Donc, je te laisse présenter cette situation. Oui. Alors, on peut imaginer là que la psychologue du foyer de vie, oulala, nous appelle parce qu'en fait, ils souhaitent mettre en place dans leur établissement un atelier sur le consentement. Ils constatent au sein de l'établissement qu'il y a trop de comportements inadaptés et du coup, les professionnels souhaiteraient que ça diminue. Il faudrait donc profiter d'un atelier pour rappeler les règles de vie autour de la vie affective et sexuelle à chacun et chacune. Ça, c'est la demande initiale qui nous est faite. Et donc, du coup, la première étape, ça va être peut-être d'échanger avec ces professionnels sur qu'est-ce que c'est des comportements inadaptés et qu'est-ce que c'est le travail sur le consentement. Et ça va être de leur expliquer qu'effectivement, arriver à intervenir pour un atelier, ça ne nous laissera pas le temps de reprendre les bases avec les personnes et de pouvoir aborder toutes les questions autour de la vie affective et sexuelle. Donc, si on est sollicité pour animer un atelier, dans un premier temps, on va surtout accompagner l'équipe à réfléchir sur la mise en place d'ateliers, à réfléchir sur comment on fait venir les personnes à cet atelier. Est-ce que l'atelier sera obligatoire? Est-ce qu'il sera à la demande? Est-ce que l'atelier sera plutôt mixte ou plutôt non mixte? Et quels seraient les sujets qu'on pourrait aborder dans cet atelier? En général,
Collectif Déterminé, on propose plutôt une intervention sur 5 ou 6 séances pour permettre d'aborder ensemble tous les sujets. Et bien sûr qu'au final, on va travailler sur le consentement parce que c'est quand même la demande et puis parce que c'est super important d'en parler. Mais on se rend compte, quand on anime des ateliers, que souvent, les personnes concernées, elles vont avancer très vite sur ces sujets et que peut-être il est probable qu'elles laissent un petit peu sur le côté les professionnels des établissements. Et c'est pour ça que quand on est sollicité pour animer des ateliers, une fois notre one-shot un peu terminé, on va proposer d'autres choses aux établissements pour qu'ils soient les mieux outillés possibles pour répondre tout seuls à ces questions-là, en fait. Et ça va nous laisser l'occasion peut-être de proposer la deuxième personne, de présenter, pardon, la deuxième personne du collectif déterminé. Alors, du coup, c'est moi qui vais présenter Sandrine. Donc, Sandrine, voilà, a aussi créé son auto-entreprise qui s'appelle Inès, Inès Sexologie. Donc, du coup, elle intervient aussi sur toutes les questions en lien avec le handicap, l'institution et les sexualités. Évidemment, elle aussi, faisant partie du collectif, on l'a vu que c'est notre philosophie, elle va œuvrer aussi au quotidien dans le cadre de ses consultations aussi en cabinet, mais aussi des interventions auprès des personnes en situation de handicap et dans le cadre de la formation et du conseil aussi aux établissements, on va le voir, sur les questions d'autodétermination de citoyenneté sexuelle. Et le petit truc en plus de Sandrine aussi, ça va être justement la thématique autour de la prévention des violences sexistes et sexuelles dans tout type de domaine, encore un peu plus spécialisé dans le milieu du travail, mais aussi de façon générale auprès voilà, de tous les domaines, y compris celui des institutions médico-sociales. Merci beaucoup, Amélie. Voilà. Alors, nous avons été contactés en urgence et là, nous recevons en fait un mail du directeur, en fait, non, un appel carrément parce que là, il a décidé que c'était l'urgence. Il nous appelle et c'est le directeur de la masse à l'arrache. Il est paniqué. Il a pris connaissance, enfin, de la circulaire du 5 juillet 2021 et il s'interroge. Mais j'ai reçu cette circulaire, est-ce que ça concerne mon établissement? Parce que je suis une masse. Est-ce que vraiment je me sens concernée? Je suis concernée? Est-ce que cette circulaire, en fait, dit qu'il faut nommer un référent ou une référente vie affective et sexuelle? Mais de quoi s'agit-il exactement? Et concrètement, qu'est-ce que je dois faire dans mon établissement? Alors ça, c'est une situation qu'on rencontre assez fréquemment. Bon, on a pris cette situation un petit peu humoristique, mais je vous rassure, je sais que la plupart des directions, en fait, ont pris connaissance de cette circulaire. Cette circulaire, voilà, que j'ai toujours avec moi, parce que je me promène toujours avec ma circulaire. On ne sait jamais, ça peut toujours servir. Jamais sortir sans sa circulaire. On ne sort jamais sans sa circulaire. De juillet 2021. Tout est C'est écrit important. dessus. Voilà. Donc, bien sûr, on va reprendre, en fait, avec la direction, ce que dit cette circulaire. Alors déjà, en fait, on va prévoir ce rendez-vous, en fait, pour pouvoir échanger sur cette circulaire. On va lui dire, bah, nous, ça serait bien qu'on se rencontre, et puis on va solliciter, en fait, d'autres personnes déjà de la masse, parce qu'il y a la direction, mais s'il souhaite associer sur ce sujet, ça peut être un coordonnateur, ça peut être des cadres, en fait, voilà, qui interviennent voilà, sur cet établissement, peut-être un ou une psychologue, l'infirmière, voilà, les personnes, en tout cas, qui agissent déjà sur ce sujet de la vie affective et sexuelle, ce qui va nous permettre en fait déjà de faire le point sur l'existant. Parce que nous, notre principe dans le collectif, c'est qu'il n'y a pas de formation standardisée, même si on va retrouver des grands traits dans nos formations, mais on va aussi adapter en fait le contenu des formations à l'existant, à déjà la spécificité de l'établissement. On n'intervient pas tout à fait de la même manière si on est dans un IME, si on est en train de former des professionnels d'un foyer de vie ou d'une masse. Donc on va vraiment s'adapter. On va voir aussi ce qui existe déjà, parce qu'en général, quand on nous dit on n'a jamais rien fait sur le sujet, on va creuser un peu. Et puis aussi sentir un peu en fait le positionnement de l'établissement, que ça soit des professionnels, également des familles qui sont souvent évidemment concernées par le sujet. Est-ce qu'il y a déjà eu des choses mises en place? Est-ce que vous avez déjà mis en place des ateliers, des groupes de parole? Voilà. Quel est l'existant déjà par rapport à ce sujet de la vie affective et sexuelle? Est-ce qu'il y a des personnes aussi qui ont peut-être déjà été formées ou qui ont émis le souhait d'être formées? Est-ce qu'il y a des réticences? Ou au contraire, est-ce qu'on va pouvoir avancer un peu plus sereinement, on va dire, sur ce sujet?
Donc, on va faire le point en fait sur déjà tout ça. Et puis, on va leur expliquer en fait que, en effet, la formation, de par cette circulaire, elle est en fait obligatoire. Et qu'après cette formation, il y a aussi des déclinaisons, notamment d'informer et d'éduquer à la vie affective et sexuelle les personnes en fait qui sont accueillies dans la structure. Et donc, on va préconiser une action de formation et puis faire des préconisations aussi sur, par exemple, les professionnels qu'il serait pertinent en tout cas d'intégrer dans cette formation. Voilà, nous, ce qu'on aime bien, en fait, c'est avoir des équipes pluridisciplinaires et on considère, voilà, l'idée, c'est de former en tout cas plusieurs personnes. Parce qu'en effet, dans la circulaire, il y a bien écrit, il faut nommer un référent ou une référente, mais l'idée, c'est pas de former qu'une seule personne, parce que ça, c'est toujours dangereux quand on forme qu'une seule personne. Donc, en effet, on peut nommer une personne en tant que référente, mais l'idée, c'est de former plusieurs professionnels, notamment dans ces établissements où il y a souvent plusieurs services ou unités, et donc d'avoir au moins une personne, voire deux, préférence formée en tout cas sur ces unités pour pouvoir en fait décliner et mieux accompagner la vie affective et sexuelle. Et puis après, quand on aura formé en fait les personnes avec une formation, on va dire socle, eh bien c'est comment aussi on peut sensibiliser l'ensemble des professionnels, parce que finalement tout le monde est concerné par ce sujet. C'est pas un sujet comme ça à la marge. La vie affective et sexuelle, elle fait partie du quotidien des personnes, donc c'est comment on va pouvoir sensibiliser et si possible l'ensemble des professionnels de l'établissement. Donc plein de choses voilà, à faire. Concrètement, il faut savoir que c'est un projet qui peut prendre quelques mois, en tout cas voilà, le temps de la réflexion, de mettre en place en fait la première formation et ensuite de décliner avec des mises en situation. Et puis ensuite, après, des analyses de pratique, parce qu'on se rend compte aussi qu'il y a besoin de revenir, parce qu'une fois qu'on a formé, c'est ensuite qu'est-ce qui se met en place pour assurer la continuité de cette formation. Voilà. Merci Sandrine. Avec plaisir. Et alors, qui nous présente Amélie? On a un troisième champ d'action, du coup, et ça, c'est Amélie qui va nous le présenter. Mais du coup, moi, je vais vous présenter Amélie. Amélie qui a monté sa société il y a quelques temps qui s'appelle l'Effet Papillon. Ce qui l'a conduit à monter cette société, c'est plus d'une vingtaine d'années en tant qu'éducatrice spécialisée auprès des publics en situation de handicap, plus particulièrement des publics en situation de handicap mental et psychique. Les spécialités d'Amélie, c'est un petit peu comme les nôtres, parce qu'on ne fait pas partie de ce collectif pour rien. C'est surtout l'autodétermination et la citoyenneté sexuelle. C'est tout ce qui va tourner autour du handicap et des sexualités, particulièrement effectivement en institution, mais pas que. Parce qu'Amélie, elle accompagne aussi énormément sur l'individuel de personnes concernées par le handicap. Elle est un peu excentrée, Amélie, c'est pas une Toulousaine en fait. Elle vient du Lot et donc du coup, elle est plutôt sur les territoires Lot, Aveyron, Lozère. Elle va même jusque dans le Cantal des fois. C'est une grande voyageuse, Amélie. Et puis du coup, Amélie, elle va travailler aussi sur les préventions des violences sexuelles. Et le petit truc en plus d'Amélie, qui n'est pas noté sur la présentation, mais qui nous est très cher dans le collectif Déterminé, c'est qu'elle œuvre énormément sur toutes les questions de désir d'enfant et de parentalité. Et chaque fois qu'on la croise, elle fait un petit peu plus le constat, à chaque fois du besoin qu'il y a d'aller traiter ces sujets-là. Voilà, c'était Amélie Land de l'Effet Papillon. C'était, elle a même pas. Merci beaucoup, Alexia. Du coup, alors voilà, moi je vais troisième vignette, troisième situation qui nous arrive assez régulièrement. Donc du coup, le Centre Ressources Intimagir nous interpelle. Ils ont été sollicités par la famille pourvu que non, très inquiète. Voilà, leur fille qui vit en appartement et qui est accompagnée par un CAES exprime depuis plusieurs mois qu'elle recherche un amoureux. Voilà, donc comment pouvons-nous l'aider dans cette démarche? Ils ont peur qu'elle se mette en danger en faisant de mauvaises rencontres. Donc ça, c'est une situation aussi qui est assez régulière, où les familles, en fait, directement nous interpellent. Il est vrai, donc on l'a vu, ça peut être les personnes concernées directement, les établissements, mais les familles aussi sont souvent en proie à des questionnements vraiment très importants par rapport à tous ces enjeux relatifs à la vie intime, affective et sexuelle. Donc l'idée pour nous, ça va être déjà d'entendre ce besoin et d'entendre derrière l'inquiétude formulée par les familles qui, du coup, les met dans une position un petit peu complexe, à la fois en tant que parents, proches aidants, où ces questions-là d'intimité, de vie
amoureuses, de vie sexuelle, ben, ce ne vont pas forcément être des sujets qui vont être facilement abordés au sein de la famille d'une façon générale, bien que ce ne soit pas voilà, absolument systématique dans toutes les familles. Mais quand intervient en plus la question du handicap, ben, cette question-là a aussi une autre couleur, avec souvent en fait, des inquiétudes un peu plus marquées, avec un accompagnement un peu plus insistant de la famille par nécessité, mais aussi, donc du coup, cette question-là vient perturber un petit peu les codes-là avec justement un désarroi qui peut être exprimé par moments. Donc, au-delà du fait d'entendre le questionnement de la famille, même derrière, il va falloir aussi pouvoir accompagner concrètement, directement, la personne, du coup, qui exprime cette demande-là. Donc, rechercher un amoureux, ça va aussi passer par des moments donc d'accompagnement individuel. Ces accompagnements peuvent se faire donc en présentiel, auprès du domicile de la personne, auprès d'une institution s'il y a une institution, ou en lieu neutre aussi, c'est possible. Ce qui est aussi possible pour nous, c'est de faire des accompagnements en visio ou par téléphone. C'est parfois aussi le choix qui peut être vraiment intéressant et qui peut être aussi une bonne modalité pour des personnes pour qui soit le déplacement, soit la rencontre physique peut être un petit peu trop confrontant. Donc, nous, l'idée, ça va être d'être au plus près, en fait, créer cette relation, s'ajuster le plus possible aux besoins, au système de représentation et aux informations qui sont données par la personne et de pouvoir l'accompagner par rapport à ça. Donc, mille et une façons de le faire. En fait, il est difficile de pouvoir vraiment développer sur une situation spécifique. L'idée, c'est vraiment de se dire que, voilà, ce sujet-là, en tout cas de la recherche et de la rencontre d'un partenaire, c'est un sujet qui revient de façon extrêmement fréquente, ce rapport à la solitude, cette difficulté de pouvoir entrer en interaction avec quelqu'un, savoir comment faire, savoir où trouver des personnes. Donc, d'une manière générale, mais c'est vrai que puisque je vis en milieu rural, cette question-là peut parfois aussi se jouer d'une façon un peu plus spécifique dans les milieux ruraux, où il peut y avoir aussi parfois cette question du déplacement de l'isolement géographique qui peut intervenir. Bien que, il y a aussi une vie et des interactions sociales et des vies possibles, heureusement, dans les ruralités, mais effectivement, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement, avec parfois cet isolement qui est marqué un petit peu plus. Donc, je rajoute aussi, et je vais en terminer là pour ne pas être trop longue, aussi des questionnements derrière autour des rencontres et des inscriptions sur les sites de rencontres. C'est aussi quelque chose qui est assez fréquent pour des personnes qui ont les capacités, qui ont cette envie aussi de rechercher des partenaires. Il y a des accompagnements spécifiques par rapport à ça, parce que ne nous l'aurons pas. Les sites de rencontres peuvent évidemment être un moyen de pouvoir rencontrer, en tout cas de rechercher un partenaire ou une partenaire, mais il y a aussi des enjeux, éventuellement des risques qu'il convient de pouvoir aussi accompagner dans le cadre d'une relation de confiance nouée au fil d'un accompagnement individuel. Mais du coup, on peut aller assez loin dans la relation de confiance et pouvoir venir aussi en amont anticiper d'éventuels risques qui ne manquent pas d'arriver assez régulièrement avec des personnes pas toujours très bien intentionnées. Voilà, l'idée, c'était de pouvoir en tout cas vous présenter une autre facette des interventions possibles au sein du collectif. Merci beaucoup, Amélie. Donc, on a juste synthétisé en fait les différentes interventions, puisque finalement, on a traité 3 situations. Et voilà, ça couvre ce que fait le collectif déterminé et ce qu'on fait avec plaisir pour aussi le centre ressources, former les professionnels, les conseillers, notamment donc du conseil auprès des directions d'associations ou d'établissements pour adapter ces sujets, des ateliers avec des animations de groupe, un peu comme ce que vous a présenté Alexia, et puis aussi du conseil, en fait, voire des permanences sexologiques, c'est-à-dire qu'on peut accompagner en individuel les personnes sur tout sujet lié à la vie affective et sexuelle, ou accompagner aussi les proches d'ailleurs, les proches aidants. Voilà. Eh bien, merci beaucoup au collectif déterminé, Alexia Perret, Amélie Land et Sandrine Carême. Du coup, on passe à la phase d'interaction avec vous. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat et elles sont présentes encore un petit peu avec vous pour répondre à ces questions. N'hésitez pas, la parole est à vous. Donc, on a Mila qui suit vos questions et qui nous tient informés en direct pour voir si vous avez voilà, des interrogations, des demandes de précision. N'hésitez pas, c'est vraiment le moment où on essaye d'échanger avec vous. On va en profiter pendant ce temps-là pour servir un petit peu à boire à nos experts, parce qu'à force de parler... Merci. Alors, est-ce qu'on a des questions, Mila ?
Nous avons juste pour le moment Agnès Casse qui nous dit bonjour. Bonjour Agnès. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors, Marc Caparros nous demande, au niveau de la communication sur les actions, les groupes de parole, serait-il possible de les avoir par mail? Donc là, ça n'a rien à voir avec… D'accord. Alors, effectivement, on a essayé de diffuser de façon très large. On a une mailing list qui est aujourd'hui s'adresse en direction des établissements, en direction des personnes qui nous ont déjà contactés, en direction effectivement aussi de tous nos partenaires sur les territoires. Donc, aujourd'hui, notre mailing list, elle est à peu près de 600 contacts et on n'hésitera pas à rajouter effectivement les personnes qui sont présentes aujourd'hui sur ce webinaire pour continuer à donner de l'information. Ils ont aussi sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn et Facebook, les liens sont disponibles. Voilà, donc oui, n'hésitez pas aussi à nous suivre, hein, le Centre Ressources Intimagir, mais aussi Sandrine Carême et Alexia Perret ou Amélie Land, parce qu'elles relayent tout ça sur nos réseaux sociaux. Et puis, notre site internet aussi, www.intimagir-occitanie.org, qui met aussi à jour dans sa phase agenda toutes les actions qu'à la fois nous proposons, que nos experts peut-être aussi vont proposer. Et puis, on essaye aussi de communiquer s'il y a des actions qui sont menées par des partenaires sur les territoires. Donc, au fur et à mesure, on essaie de mettre de plus en plus de choses sur la partie agenda. Donc, il faut aller régulièrement se connecter. Mais on enverra effectivement cette information par mail. Ensuite, Agnès Casse nous demande, existe-t-il un violentomètre adapté aux personnes avec TSA sans DI? Alors, qui veut répondre? En fait, particulièrement adapté aux personnes TSA sans déficience intellectuelle, je ne sais pas, mais il existe en tout cas un violentomètre qui a été édité en FALC, en facile à lire et à comprendre, qui va reprendre avec des termes un peu plus simplifiés le violentomètre de base, en fait. Pour tout ce qui concerne les personnes avec TSA, je vous invite à rester un tout petit peu plus longtemps parce qu'on va avoir l'EMIP qui va intervenir juste après. C'est les spécialistes du TSA, ils sauront répondre à toutes ces questions-là. Elles sauront répondre. Ensuite, nous avons Alicia qui nous demande, bonjour, pouvez-vous rappeler vos coordonnées de contact, téléphone et mail, pour pouvoir vous solliciter en cas de besoin dans un collectif comme un établissement d'adultes en situation de handicap? Peut-être que ça peut être Oui, nos là, coordonnées. est-ce que vous pouvez mettre peut-être juste nos sites ou le plus simple, vous savez, si vous contactez le Centre Ressources Intimagir, c'est clairement leur mission de pouvoir vous renvoyer sur les personnes qui vont pouvoir répondre à cette demande-là. Du coup, si vous dites que vous nous avez vus pendant le webinaire, le Centre Ressources Intimagir, forcément, vous donnera nos coordonnées. Alors, avant de passer aux autres questions, on a juste une petite précision de Agnès qui vous dit merci et qui vous demande, savez-vous où trouver ce violentomètre en FALC? Alors là aussi, nous on l'a ce violentomètre. Sinon, je suis sûre que je sais qu'il est sur Internet. Ouais, il est sur Internet. Il faut écrire violentomètre Falk. Mais voilà, on l'a ce violentomètre. On peut effectivement vous le transmettre. N'hésitez pas à nous solliciter. Ça fait partie de notre mission d'avoir de la documentation ou en tout cas de repérer de la documentation. Donc voilà, on a repéré cet outil. On le trouve. Je pense que même on peut trouver l'outil sur notre site internet dans les outils documentation. Je pense que comme c'est un lien internet, on doit pouvoir le retrouver, mais nous aussi, on peut vous l'envoyer. Ça fait partie des points sur lesquels vous pouvez nous solliciter. J'ajouterais juste peut-être un petit quelque chose. Ça va être effectivement, il y a souvent ce besoin d'outils en fait pour pouvoir avoir des choses clés en main et on sait bien qu'en fait, quand on veut réfléchir, construire un outil, ça prend beaucoup de temps et c'est pas forcément très simple, mais peut-être c'est important de se dire que ça peut faire aussi l'objet des séances à part entière en fait, d'éducation à la vie affective et sexuelle ou au sein d'un établissement, au sein d'un service, ça peut être l'objet de rencontres justement pour agir sur la créativité, travailler sur ces questions-là et co-construire avec eux des représentations, rechercher des images, des pictos, voire en créer, pour aussi les amener à faire ce degré en fait dans les violences et essayer de voir aussi avec eux comment
en fait, eux, ils attribueraient par rapport à tel comportement, quel niveau de violence. Ce que je veux dire, c'est que des outils existent, donc qui, on va dire, qui sont à destination de tout le public, beaucoup, et de plus en plus, et c'est heureux, mais il en manque encore beaucoup à créer, sont adaptés aux personnes en situation de handicap et en fonction des types de handicap, vous avez raison, il va y avoir une large distinction à opérer entre des personnes qui ont un TSA sans déficience intellectuelle et des personnes qui ont besoin justement d'appui différents avec une déficience plus importante. Mais il y a aussi, et ça peut être aussi l'objet de nos formations, d'inciter à la créativité des équipes et d'inciter justement à créer en interne aussi potentiellement des outils et utiliser ces groupes de parole et d'expression pour pouvoir aussi en créer de façon maison. Et ensuite, je refais le lien avec les comités territoriaux. C'est idéalement de pouvoir venir dans les comités territoriaux, les partager pour faire jouer aussi l'intelligence collective, pour éviter que chacune, dans son coin, on va dire, puisse se fatiguer ou au contraire partager des petites pépites, des petites ressources que chacun peut avoir bricolées et inspirées les uns les autres. Et d'ailleurs, Amélie, ça me fait penser que dans le comité territorial des Pyrénées-Orientales, donc dans le 66, on est au travail sur justement cet outil de violentomètre en essayant du coup de l'illustrer avec des vignettes. Donc le groupe a bien avancé, il y a déjà des premières vignettes qui ont été créées, il y a encore des pistes d'amélioration, et l'idée aussi d'avoir aussi un outil un petit peu, un petit cahier de comment on va l'utiliser, les points de vigilance, et puis aussi d'avoir aussi les relais, parce que souvent aussi la question autour des violences, c'est à la fois aussi de trouver autour de nous, dans notre territoire, quels sont mes relais, vers qui je peux aussi me diriger, m'orienter, vers qui va pouvoir m'appuyer sur ces sujets-là. Donc voilà, on est au travail dans les Pyrénées-Orientales, et quand ce sera abouti, on essaiera effectivement de faire en sorte que ce soit accessible après au plus grand nombre, et d'ajuster ce petit livret d'accompagnement à chaque département de l'Occitanie. Alors, nouvelle question. Quelles sont vos formations en sexologie? Alors, on a été formés à l'université avec des formations assez complémentaires. Donc moi, je suis formée au DUFES, c'est un diplôme en fait de formation et d'éducation à la sexualité, et un autre diplôme universitaire de santé sexuelle et droits humains. Parce que ça aussi, on en parle beaucoup pendant nos formations, on parle des droits sexuels humains, il faut savoir qu'il y a des droits humains, donc des droits de la femme et des droits de l'homme, déclinés en fait en droits sexuels. Et on s'interroge justement, on s'intéresse en fait à comment ces droits sexuels, en fait, finalement, est-ce que une personne concernée par le handicap, finalement, ses droits sexuels sont-ils respectés ou pas? On s'aperçoit qu'il y a en effet du chemin à parcourir pour qu'ils soient respectés. Amélie et moi, on a le master en éducation sexuelle humaine qui est dispensé à l'université Jean Jaurès. Et moi, de mon côté, j'ai fait une école privée en Belgique sur l'aspect thérapie de couple et sexologie clinique. Et en amont, moi, avant le master, sociologie, éducation à la sexualité dont parlait Alexia, j'ai aussi eu du FES en 2011, donc ça fait un petit moment. Donc, du coup, ça a été surtout après l'expérience de terrain. Et puis, la formation continue. En fait, on est tout le temps en train de lire, de s'informer, de participer nous aussi à des webinaires, à des formations complémentaires, à des MOOC, etc. Donc, on est en formation permanente. Parce que sur ce sujet-là, ça ne s'arrête jamais. Sachant qu'on est toutes les trois issues déjà du médico-social, en fait, voilà, avec des parcours différents, mais voilà, notre première vie, parce que je sais qu'on a l'air jeune peut-être sur la visio, mais on a eu une première vie. Et donc voilà, on a déjà travaillé dans le médico-social, dans le champ du handicap. Nouvelle question. Bonjour, pouvez-vous m'en dire plus sur la circulaire du 5 juillet concernant l'obligation de formation au sein des SAMSA SAVS afin de nommer un référent? Alors, Sandrine, toi qui as tout le temps ta Je crois qu'en fait, la réponse, elle est simple. Les SAMSA et les SAVS faisant partie des établissements et services médico-sociaux, ils sont soumis aux mêmes règles que les établissements avec hébergement. C'est pour ça qu'on avait pris aussi l'exemple de la masse, c'est qu'on a en fait des établissements qui parfois nous disent « mais pourquoi est-ce que je suis concernée ?» La circulaire, en fait, elle concerne les établissements en fait, médico-sociaux. C'est indiqué comme ça, il n'y a pas forcément de précision. Ils sont tous en fait concernés. Après, c'est comment, en effet, on va nous s'intéresser, parce que la circulaire, il faut toujours la creuser. C'est-à-dire que c'est un texte, en fait, et derrière ce texte, en fait, mais c'est comment, en fait, on va mettre les choses concrètement, en fait, en place, en s'adaptant à la structure, en fait. Parce qu'en fait, aussi, on peut être un établissement, en fait, indépendant, comme on peut être une structure multi-établissement, et donc on fait partie d'une association plus importante. Donc voilà, on va jouer aussi sur finalement comment ça va s'appliquer, en fait, cette circulaire dans la structure.
Très rapidement, pour compléter, on peut aussi penser que le législateur ou les législateurs et les législatrices ont été aussi poussés à mettre en place cette circulaire parce que, ben voilà, en fait, le constat d'un manque de prise en compte de ces questions-là, en fait, était trop criant et que peut-être la définition du respect de la vie privée, de l'intimité, de la dignité qui a été définie dans la loi 2002 a été peut-être un peu trop pudique et n'a pas nommé explicitement l'accompagnement de vie affective et sexuelle, d'où, en fait, rendez-vous 20 ans plus tard avec des résultats aussi et des constats alarmants aussi en termes de violences sexuelles aussi auprès des personnes en situation de handicap. On le sait qu'ils sont surreprésentés parmi les victimes. Donc du coup, en fait, il était grand temps, il a fallu aussi le Grenelle des violences faites aux femmes pour que ce soit un petit peu la goutte d'eau qui fasse déborder le vase, au-delà de toutes les remontées qui ont été faites depuis si longtemps sur ces besoins de prise en compte de sexualité. Ben, en fait, cette circulaire aussi est arrivée là pour signifier au monde du handicap que nous sommes en retard et que du coup, il convient maintenant d'arrêter de trouver différents arguments pour ne pas s'en occuper ou déléguer un petit peu tout ça à des personnes extérieures. Mais non, en fait, il est vraiment important de prendre en compte l'immensité de ces thématiques au sein des services et des établissements. Mais pour ça, en fait, il faut aussi prendre en compte le fait que collectivement, au sein de notre société, on n'a pas été habitué à en parler, même dans les formations de base, dans le sanitaire, dans le médico-social, ben, en fait, ces questions-là n'apparaissent pas. Donc, ça met un peu tout le monde en difficulté, en délicatesse. C'est ce qu'il faut aussi qu'on entende et c'est ce qu'on propose aussi d'accompagner. Voilà, pour éviter de mettre les professionnels aussi en difficulté ou de créer une espèce d'urgence et de précipitation qui serait contre-productive par rapport à la nécessité d'intervenir, mais d'intervenir en conscience et en confiance. Et du coup, ce qu'on peut peut-être rajouter également, c'est que le nouveau référentiel d'évaluation externe des établissements sociaux et médico-sociaux fera un focus sur la question de la mise en place de ces référents vie affective et sexuelle au sein des établissements et la mise en place d'un accompagnement sur ces thématiques. Voilà. Alors, une question complémentaire. Les SAAD sont-ils concernés aussi par l'évolution de la législation autour de SAAD, ESMS? Alors, non, de ce que j'ai pu comprendre, les SAAD ne sont pas forcément considérés comme établissements et services du médico-social. En revanche, moi, j'ai pu accompagner plusieurs équipes d'aide à domicile notamment, et on se rend compte que même s'ils ne sont pas concernés par la circulaire, bah, ils sont ravis de pouvoir être formés et de pouvoir traiter ces questions. Peut-être, même s'ils ne sont pas concernés, ils peuvent prendre de l'avance sur ce qui est demandé aujourd'hui. Ensuite, nouvelle question. Nous accompagnons une personne porteuse de trisomie 21 qui participe au groupe VAS dans l'établissement. Elle a un amoureux imaginaire, entre parenthèses, un acteur indien, qui rapporte tous les sujets à lui. Devons-nous nous en servir comme support d'échange ou la ramener à la réalité? Alors, est-ce que c'est l'objet? Peut-être, on peut y répondre vite fait, mais peut-être ça serait chouette de pouvoir répondre de manière un peu plus individuelle. Déjà, c'est notre perception à nous. Quand on dit qu'elle a un ami imaginaire, peut-être ça vaut le coup de... Moi, je dis toujours que c'est important de partir des personnes et pas de notre perception à nous, de la réalité, de la norme. Si c'est sa réalité à elle, peut-être qu'on peut s'en servir pour aborder à quoi il lui sert cet ami, en fait. C'est pourquoi il existe et pourquoi elle en a autant besoin. Mais peut-être il est vraiment très intéressant de se dire quelles lunettes on chausse quand on dit qu'elle a un ami imaginaire. Oui. Et puis chacune d'entre nous a aussi des fantasmes en fait sexuels, sauf que voilà, dans notre norme, nous n'en parlons pas, on n'en parle pas toujours explicitement et peut-être que pour elle la parole s'est libérée, elle en parle peut-être plus aisément. Donc voilà. Mais c'est vrai que là c'est difficile de répondre comme ça en fait en groupe, mais voilà, si la personne veut nous contacter, en discuter, on y répondra volontiers. Parce qu'en sexologie en fait, on le dit toujours aussi en formation, on a des outils, on a quelques réponses, mais en fait voilà, c'est pas il y a une problématique et hop, on a une réponse ferme en fait et définitive. Il faut toujours s'adapter au contexte, à la personne, à sa situation, à son âge aussi. Enfin, il y a tellement de choses en fait en fonction du développement socio-sexuel de la personne que voilà, on a toujours des réponses qu'on essaye d'avoir les plus fines possibles et les plus éthiques. Il y a aussi une dimension qu'il est important de parler en fait, qu'on essaye évidemment toutes et tous respecter. C'est vraiment cette dimension aussi de l'éthique pour sortir de la morale, ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui est mauvais. Voilà. C'est pour ça qu'on insiste vraiment sur l'accompagnement des équipes et des établissements sur la durée, parce que on ne peut pas donner
une réponse à une question. Il faut vraiment aller le réfléchir, le décortiquer et analyser toutes les situations dans lesquelles la sexualité s'invite en essayant de prendre toutes les portes d'entrée possibles. Et enfin, dernière question. Bonjour, dans le contexte de la situation 3, dans le cadre de l'accompagnement individuel de la personne, quelles sont les modalités de financement du collectif? Alors, pour les modalités de financement, en fait, c'est intéressant aussi justement de dire, et merci d'ailleurs pour cette question, parce que c'est quelque chose auquel je n'avais pas pensé, pour les financements, donc ça peut être effectivement sur les fonds propres de la personne. Une personne en situation de handicap n'est pas forcément en difficulté financière, même si souvent c'est le cas, mais ça n'est pas systématique. Donc, elle peut aussi faire le choix conscient de vouloir aussi être accompagnée sur ces fonds par rapport à ça. Ça peut être aussi un établissement qui le finance parce qu'ils estiment que le besoin est nécessaire et que ne pouvant pas y subvenir, du coup, c'est aussi de leur mission, de leur devoir de pouvoir le financer. Il existe aussi, moi je sais que dans le Lot, régulièrement, en fait, des personnes ont aussi des aides par la MDPH, justement pour ce type de suivi. Donc du coup, en fait, c'est important de pouvoir les solliciter, les MDPH, et pour pouvoir faire monter le dossier, avoir un devis, voilà, sans entrer plus dans les détails. Il n'y a pas besoin de justifier le pourquoi du comment, c'est juste dire que voilà, il y a un devis, il y a cette demande d'accompagnement, et bon, une fois le délai d'instruction MDPH passé, toutes les personnes qui l'ont demandé ont pu avoir cette aide au financement. Ils vous disent merci. Merci beaucoup. On vous remercie également. Donc, du coup, on va passer à nos prochaines expertes. Donc, un petit changement ici en interne. Donc, restez parmi nous. Et donc, c'est maintenant l'équipe mobile d'intervention du handicap psychique qui vient me rejoindre. Bonjour. Bonjour. Donc, je suis en présence de Delphine Desforges, Vanessa Rodriguez, c'est bien, vous êtes mis dans l'ordre, et Myriam Mansour, qui donc sont du coup professionnels de l'EMIP, de l'hôpital, du centre hospitalier Gérard Marchand, qui se situe du coup à Toulouse. Et donc, est-ce que vous voulez vous présenter, mesdames, peut-être, qui commence? Alors, effectivement, du coup, on travaille à l'EMIP, qui est une équipe mobile, constituée. Alors, aujourd'hui, vous avez un tout petit échantillon, puisque l'équipe se compose de 12 personnes. Nous avons 4 psychologues, 2 psychologues, pardon, 3 psychologues. On va essayer de parler peut-être un petit peu plus fort. Ah, je ne parle pas assez fort. Ouais. Ok. Donc, je reprends. Ouais. L'équipe est constituée de 12 personnes. Donc, nous avons une assistante médico-administrative, une cadre de santé, 2 médecins, 3 psychologues, 2 éducatrices, 2 infirmières et une psychomotricienne, encore plus fort. Oui. Bon, je vais laisser dans ce cas-là ce petit échantillon se présenter et ça va me permettre de faire ma voix. Ouais. Alors, Delphine. Je suis psychomotricienne. Voilà, donc je suis unique dans l'équipe puisque je n'ai pas de binôme. Je travaille là-bas vraiment dans cette particularité de la psychomotricité, amener du psychocorporel dans l'analyse des choses. Donc, on verra un peu les missions de l'EMIP, mais je m'occupe beaucoup d'évaluation et comme mes collègues, j'accompagne aussi les équipes. Et puis à côté, j'ai aussi une activité en libéral pendant laquelle j'ai aussi une mission de formatrice, surtout sur la question du handicap, pas mal autour de la question de l'autisme, des comportements des filles, de la sensorialité, voilà, toutes ces thématiques. Et c'est aussi en ça que je peux apporter un peu plus à l'EMIP. Très bien. Donc, moi, je suis Vanessa Rodriguez, je suis infirmière de profession, avec un parcours psychiatrique à la base. J'ai toujours travaillé à l'hôpital, en psychiatrie pendant plusieurs années. Plus fort aussi, ça va être compliqué. Donc, pendant plusieurs années, j'ai travaillé en psychiatrie et depuis quelques années, voilà, une petite spécialisation, une petite formation supplémentaire sur les troubles du spectre de l'autisme et je travaille donc à l'EMIP à 80%. Et en parallèle, effectivement, depuis peu, je peux aussi dispenser quelques cours sur des instituts de formation professionnelle, donc aides-soignants notamment, éducateurs parfois aussi, infirmiers, sur les troubles du spectre de l'autisme, sur les troubles du neurodéveloppement. Voilà.
Et donc, je suis Merveille Mansour, psychologue. J'ai une expérience à la fois dans le médico-social et en psychiatrie. Je travaille à l'EMIP à 80% depuis environ 7 ans. Et j'ai aussi une autre activité donc, à côté. Je travaille à mon compte et je peux aussi donner des supervisions et proposer des formations dans le champ du TSA, donc du spectre de l'autisme. Donc, on va préciser peut-être un peu plus ce qu'est l'EMIP. Nous sommes effectivement rattachés à l'hôpital Marchand, mais nous intervenons principalement dans les établissements médico-sociaux. Peut-être pour rappel, ce sont des structures qui accueillent des personnes en situation de handicap et aussi dans des situations de dépendance de différents niveaux. De notre côté, on va plutôt intervenir dans des établissements tels que les IME, les instituts médico-éducatifs, les foyers de vie, les foyers d'accueil médicalisés, parfois dans des ESAT, donc les établissements de services et d'accompagnement par le travail, dans des EHPAD aussi. Nous sommes toujours interpellés donc, de façon collégiale par ces établissements lorsqu'elles rencontrent des situations complexes et notamment pour des personnes donc, avec un trouble du spectre de l'autisme ou un trouble du développement intellectuel. Donc, lorsque nous sommes interpellés, nous allons proposer d'emblée 4 dates planifiées par avance à ces équipes. Donc, la première va consister à faire ce qu'on appelle un recueil de données. Nous allons tenter de recueillir le maximum d'informations concernant la personne accompagnée. Tenter aussi d'apporter un éclairage concernant la demande pour pouvoir mieux y répondre par la suite. Nous pouvons aussi à ce moment-là prendre contact avec les établissements dans lesquels se trouvait auparavant la personne, pour pouvoir faire un travail d'analogie par la suite. Il nous arrive aussi de contacter la famille. Et ensuite, donc, les 3 autres temps, nous allons pour à 2 rendez-vous, donc, nous rendre dans les établissements, rencontrer directement la personne pour faire ce qu'on appelle un temps d'observation. Ça nous permet aussi de partager avec elle un temps d'activité ou un temps de vie. Puis ensuite, nous allons restituer à l'équipe des pistes de travail. Donc, parmi ces pistes, nous pouvons proposer des évaluations, une analyse de la situation, des stratégies éducatives, des stratégies environnementales, des sensibilisations. Ce sont toujours des pistes de travail que nous élaborons de façon collégiale avec l'ensemble de notre équipe pluridisciplinaire et aussi que nous élaborons avec l'établissement qui nous interpelle. Donc ça, c'est pour toute la partie clinique. Nous avons aussi des missions de réseau. Je vais peut-être laisser une de mes collègues présenter cet aspect-là. Oui, la partie réseau, c'est par exemple ce que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire intervenir dans le cadre du comité expert Intime Agir, auquel on participe régulièrement. Mais c'est aussi des missions d'information. Par exemple, nous diffusons une newsletter qu'on essaye de faire à peu près régulière, on essaie de la tenir, sur des questions spécifiques qui sont en accord avec les résidents que nous suivons. Donc oui, ça peut être sur la sensorialité, sur la gestion somatique pour ces personnes. Et puis, bien sûr, nous avons aussi tout ce qui est journée de présentation, congrès, colloques. Voilà. On essaye vraiment d'être présent sur le réseau pour aussi rester informé. C'est-à-dire que la question n'est pas seulement de diffuser pour nous, mais aussi venir continuer continuellement, un peu ce que disaient nos collègues juste avant du collectif Déterminé, c'est-à-dire qu'on se doit de rester dans ce réseau pour pouvoir être au fait de ce qui se fait de nouveau et pouvoir partager aussi sur notre travail. Aujourd'hui, on peut plus insister finalement sur l'aspect clinique et les interventions que nous pouvons faire dans les établissements médico-sociaux. D'accord. Donc, je le disais tout à l'heure, on se situe du coup dans le champ adulte, dans le secteur adulte, même si nous pouvons aussi intervenir pour des jeunes de 16 ans, à partir de 16 ans jusqu'à du coup la personne âgée. Et comme je le précisais tout à l'heure, pour des personnes qui présentent un TSA, donc un trouble du spectre de l'autisme ou un trouble du développement intellectuel. Nous allons donc être interpellés lorsque les équipes rencontrent une situation complexe, à savoir lorsqu'elles font face à des troubles du comportement. Je n'ai pas précisé tout à l'heure, nous intervenons toujours en trinôme,
donc comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, c'est ça. Voilà, souvent constitué de psychologues, éducateurs, infirmiers et aussi psychomotriciennes, selon les demandes. D'accord. Concernant les troubles du comportement, nous pouvons être interpellés pour des troubles du comportement de tout ordre, mais parmi ces troubles du comportement, nous allons aussi retrouver des troubles du comportement d'ordre sexuel et également des troubles du comportement d'allure sexuelle. Et nous avons fait le choix de vous présenter plutôt cette partie aujourd'hui. D'accord. Donc, dans un premier temps, nous allons vous définir ce que sont les troubles du comportement ou les comportements des filles, autrement dit. Nous allons voir ensemble aussi que ces comportements des filles ont toujours une fonction. Et nous allons détailler quelles sont ces fonctions. Et enfin, nous terminerons en illustrant nos propos par 3 vignettes. Voilà. Très bien. Allez, je vais me lancer du coup pour les comportements des filles. Les comportements des filles, pour qu'on parle tous de la même chose, qu'est-ce que c'est? Comportement des filles, troubles du comportement, comportement problème, vous pouvez les trouver sur plusieurs noms différents. Effectivement, après tout ça, c'est la même chose. Vous avez une petite définition là, sur vos écrans. En gros, un comportement des filles, pourquoi c'est un comportement des filles? C'est parce qu'il nous met au défi de savoir pourquoi il est là. Les comportements des filles peuvent avoir plusieurs choses. Ils peuvent être un comportement des filles de par leur intensité, de par leur fréquence, de par leur durée, ou aussi par un écart à la norme un peu trop important. Il y a plusieurs auteurs qui ont travaillé là-dessus et qui classent du coup un petit peu les comportements des filles en plusieurs catégories. On va voir tout ce qui est comportement des filles d'ordre agressif, avec de l'auto-agressivité ou de l'hétéro-agressivité. Je crois qu'on a appris en début de semaine, ça ne se disait plus comme ça. C'est la nouvelle terminologie, auto-vulnérabilité ou hétéro-vulnérabilité. Je m'en suis rappelée, j'ai réussi à le placer. On a une nouveauté. Vous voyez que les experts sont au point. On essaie d'être à jour dans les terminologies, c'est pas facile. Comportement des filles, voilà, c'est la nouvelle terminologie. Dans les textes, on trouve encore comportement problème d'ailleurs. Donc tout ce qui est effectivement agressivité, auto-agressivité, ça va être des coups, des griffures, des morsures, voilà, un petit peu tout. Des insultes aussi, ça peut être verbal, hein, l'agressivité. Dirigée vers la personne elle-même ou dirigée vers autrui, des pairs, des professionnels, de l'entourage, complètement autour. La deuxième catégorie, ça va être plutôt de l'ordre de la destruction, donc le mobilier, matériel, n'importe quoi. Et une autre catégorie qui sera plutôt de l'ordre de la perturbation, de l'ordre de la nuisance, des comportements un peu plus antisociaux. Donc des cris par exemple, ou le fait de se dénuder, ou ce genre de choses. Donc dans tout ce micmac-là, effectivement, on peut retrouver des comportements des filles d'ordre sexuel, avec une finalité sexuelle à la base. On va pouvoir trouver, nous, quand on travaille, on retrouve souvent des comportements d'exhibition, même s'ils sont rarement de l'ordre de l'exhibition, on verra après. Ça peut être des attouchements, ça peut être des frottements, ça peut être de l'agression sexuelle à un certain niveau, effectivement, et on peut aller jusqu'à des comportements plus délictueux. Mais effectivement, comme le disait Myriam, parfois il y a cette composante sexuelle et parfois on verra que la composante elle est ailleurs. Peut-être ce que je peux ajouter, c'est que les comportements des filles, dans ce qui est notre spécialité, donc plutôt les troubles du spectre de l'autisme et les troubles du développement intellectuel, ça ne fait pas partie des signes cliniques. Le comportement des filles ne fait pas partie de la clinique du TSA ou du TDI. Quand on regarde les manuels diagnostiques, effectivement, on ne retrouve pas écrit comportement des filles. Donc, du coup, les comportements des filles vont être là pour nous signifier quelque chose. Un dysfonctionnement, quelque chose qui n'aura pas été pris en compte. Et je vais laisser Delphine développer. Merci. On va passer justement à cette idée, effectivement, que tout comportement a une fonction. Et là, on se dégage de la question d'une situation de handicap ou une difficulté X ou Y. C'est très important, ça, cette notion. On revient peut-être à la base de qu'est-ce qu'un comportement, mais pour qu'il y ait comportement, il faut qu'il y ait un antécédent et il faut qu'il y ait une conséquence. Je donne un exemple. Par exemple, le téléphone sonne, ça serait l'antécédent. Donc, je vais décrocher le téléphone, c'est mon comportement. Et la conséquence, c'est que je vais avoir un échange avec mes collègues, généralement assez longuement, puisque je suis bavarde. Cette notion-là est très importante, parce que du coup, vous comprenez déjà que lorsqu'il y a un comportement des filles, c'est qu'il y a bien quelque chose qui s'est produit avant, ou en tout cas,
un besoin qui s'exprime par le comportement et évidemment qui aura des conséquences. Cette fonction, vous voyez sur ce schéma, finalement, c'est soit d'obtenir, soit d'éviter quelque chose. Ça peut être obtenir un besoin, un plaisir, une attention, on aurait pu mettre des petits points, 3 petits points. Ça peut être éviter plutôt quelque chose que, évidemment, on ne souhaite pas vivre. On évite quelque chose de l'ordre de la sensorialité ou on cherche quelque chose de l'ordre de la sensorialité. Pareil, on peut éviter ou obtenir quelque chose de l'ordre de l'interaction sociale ou au contraire, hein, on le fuit. Pareil pour tout ce qui est en termes de communication, d'environnement, etc. Là, par exemple, on vous a mis des petits exemples. Ça peut être d'éviter une douleur ou un problème somatique qui vient vous gêner. Ça peut être au contraire d'éviter ou d'obtenir une stimulation sensorielle. Très intéressant quand on parle de comportement d'allure sexuelle. On va le voir après au travers des vignettes qu'on va vous proposer. Ça peut être aussi d'éviter une activité qu'on vous demande de faire, de partager avec d'autres, ou au contraire, de l'obtenir. Ah, j'étais pas prévue sur le groupe, mais j'ai envie d'y aller, donc je vais réagir et avoir un comportement qui peut parfois être très envahissant. Vous l'avez compris, ça touche à tous les domaines. Pensez et gardez à l'esprit cette notion que le comportement d'une manière générale va être en fonction d'obtenir ou d'éviter. Je décroche mon téléphone parce que je souhaite obtenir cette relation sociale et cette discussion. On va voir là maintenant, au travers des vignettes, justement, cette notion de comportement des filles, comme Vanessa nous l'a très bien défini, qui peut avoir l'aspect d'un comportement sexuel, mais qui en réalité a une fonction différente. Voilà. Lorsque vous gardez ça à l'esprit, alors on est sur le schéma de ce que l'on peut accompagner très régulièrement dans les institutions, où on nous dit il se masturbe toute la journée et devant tout le monde. Donc, effectivement, on a tendance à mettre l'étiquette tout de suite d'exhibition, voilà, oui. Presque d'agression sexuelle sur d'autres, etc. On va voir que ça peut avoir parfois une autre fonction qui n'a rien à voir. Et c'est notre mission d'aller chercher ces éléments. Donc, je propose qu'on passe à ces vignettes. Juste, je vois dans la retranscription écrite comportement des filles, qui est genré filles. Évidemment, ce ne sont pas les comportements des filles, mais les comportements des filles, des filles. Pour mettre au défi de comprendre ce qui se passe. Heureusement que tu suis la lecture. Et oui, c'est la problématique de la transcription de Zoom qui n'a pas repris les lettres D, E, F, I. Voilà. Peut-être, voilà. Pour que ça fasse défi. Alors, qui commence? Vous allez nous parler. Je commence avec Marlène, alors, qui est une fille, pour le coup. Ça va avec son titre. Et les deux autres seront des garçons. Ça passe. Marlène, du coup, c'était une personne de 46 ans qui présente un trouble du développement intellectuel sévère, qui entrave notamment sa capacité à s'exprimer verbalement. Donc, elle a quelques mots, mais qui ne sont pas très fonctionnels. Et globalement, elle s'exprime plutôt par des cris ou de la gestuelle, mais le verbal, en tout cas, est pas fonctionnel. Et c'est important un petit peu pour ce que je vais présenter ensuite. Donc Marlène, elle est résidente d'une MAS, et c'est cette MAS qui nous interpelle, puisqu'on est toujours, comme disait Myriam, interpellé par des établissements médico-sociaux, par les équipes. Donc cette MAS nous appelle, alors c'est pas la première fois d'ailleurs que cette MAS nous appelle. Cette MAS nous avait déjà interpellé quelques années auparavant pour des comportements tout autres, de l'ordre de crise un petit peu classique où Marlène pouvait frapper ou pouvait s'agiter. Et à ce moment-là, on avait beaucoup travaillé sur la mise en place, on avait fait plusieurs hypothèses, et les hypothèses qui ressortaient, c'était des hypothèses de communication notamment, et de problématiques dans les transitions. Donc on avait beaucoup travaillé sur tout ce qui était communication, on avait beaucoup travaillé sur tout ce qui était structuration, on avait mis en place du visuel beaucoup, un emploi du temps visuel, on avait mis des pictos pour communiquer en place avec l'équipe. L'équipe avait vraiment fait un gros travail là-dessus. Et ça avait calmé quand même pas mal les troubles de Marlène, et donc on avait stoppé cette prise en charge. Et là, on est réinterpellé du coup, parce que Marlène, depuis quelque temps, s'exhibe et passe son temps
avec la main dans le pantalon, dans les parties communes de la structure, du coup. Donc, ça pose un petit problème parce que, bon, qu'il y ait du monde ou pas, voilà, ça ne dérange pas Marlène, effectivement. Donc, l'équipe nous dit, voilà, Marlène se masturbe, on a proposé plein de choses, notamment de la raccompagner en chambre, puisque, effectivement, on était quand même au courant que Marlène avait une vie sexuelle auparavant, elle pouvait se masturber déjà, on le savait, mais elle faisait ça dans sa chambre, voilà, ce qui était parfaitement accepté par la masse, ce qui est tout à fait normal. Mais là, voilà, il y a quand même quelque chose de différent. Donc, on la raccompagne en chambre. On essaye de lui expliquer, notion d'intimité, voilà, des acquis qu'elle avait pu avoir, mais que visiblement, elle n'a plus. Et quand on la raccompagne en chambre, bon, ok, elle reste en chambre. Puis, au bout de quelques minutes, elle se met à hurler. Elle crie, elle crie, elle crie. Et quand on va la chercher, en général, ce qui se passe, c'est qu'on la retrouve à demi nue, dans sa salle de bain. Donc, nous, ce qu'on fait, effectivement, on lui propose de se rhabiller, de rejoindre le collectif, et puis ça ne rate pas à chaque fois, hop, la main qui repart directement dans le pantalon. Nous, ce qu'on a pu proposer du coup à l'équipe à ce moment-là, c'est ce qu'on propose à chaque fois qu'il y a un nouveau comportement ou alors un comportement qui change, qui se modifie, qui s'accentue, c'est de venir vérifier d'abord le somatique. Pourquoi? Parce que 80% des troubles du comportement, c'est pas moi qui le dis, c'est les études, sont d'origine somatique, ont une douleur pour origine. Donc avant toute chose, avant de pouvoir faire d'autres hypothèses, on va vérifier nouveau comportement, on va vérifier le somatique. Donc on fait le lien avec le médecin, l'équipe fait le lien avec le médecin de la structure, avec l'infirmerie. On a de la chance, Marlène, pas Marcel, n'importe quoi. Marlène, elle est compliante aux soins. Marlène est compliante aux soins et du coup, on arrive à faire tous ces examens rapidement. Une grande chance, c'est quand même pas toujours le cas. Et on se rend compte assez vite du coup que Marlène, en fait, elle a une infection urinaire. Voilà, donc infection urinaire, douleur. Et réaction de Marlène, c'est effectivement, j'ai une douleur, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma main là où j'ai mal en fait. J'exprime ma douleur de cette façon-là. Donc, infection urinaire, antibiotiques, antalgiques, 2-3 jours se passent, même pas, comportement évidemment qui s'apaise, qui s'estompe progressivement et puis qui s'arrête définitivement, effectivement. Peut-être ce qui est intéressant du coup de retenir de cette situation, c'est la représentation, ce que disait un petit peu tout à l'heure le collectif déterminé, c'est la représentation qu'on a des choses. Il faut réussir à se sortir un petit peu de nos représentations. Là, on arrive, on a une personne qui se met la main dans le pantalon immédiatement avec nos représentations sexuelles et tout ce qu'on a pu apprendre, nous, il y a de la masturbation. C'était pas de la masturbation, voilà. Là, vraiment, c'était l'expression d'autre chose. D'où l'idée de comportement des filles, d'allure sexuelle, parce qu'effectivement, ça pouvait avoir l'allure de quelque chose de l'ordre sexuel. Ça ne l'était pas sur ce coup-là. Alors, l'idée, ce n'est pas de nier que les personnes elles peuvent avoir des comportements sexuels. Oui. C'est que parfois, elles peuvent avoir des comportements sexuels. Nous, on a fait le choix de sortir un petit peu de tout ça et de présenter autre chose. Très bien. Voilà pour Marlène. Merci, Vanessa. Qui prend le relais? Je vais vous présenter dans ce cas-là Arthur. Donc, de la même manière, nous avons fait le choix de présenter une situation où là encore on a affaire à des comportements d'allure sexuelle. Donc, nous avons été interpellés par la psychologue de l'ESAT où travaillait Arthur. Donc, l'ESAT, je rappelle, c'est un établissement de services et d'accompagnement par le travail. D'accueil et d'accompagnement par le travail. Donc, à ce moment-là, Arthur avait 25 ans. Et lorsque nous sommes interpellés, on nous explique que l'équipe, notamment féminine, refuse de travailler en dualité avec Arthur, puisqu'elles craignent un passage à l'acte hétéro-agressif d'ordre sexuel. Lors de nos échanges, elles peuvent un peu nous expliciter la situation et nous disent qu'à chaque fois qu'elles s'entretiennent avec Arthur, elles ont la sensation qu'Arthur fixe intensément. Donc leur poitrine semble obnubilée au point de ne plus être accessible.
Donc, nous échangeons longuement avec elle, mais nous décidons aussi de rencontrer Arthur, donc sur 2 temps d'observation, comme je l'indiquais tout à l'heure. Et durant ces moments, nous nous rendons compte qu'Arthur a énormément de particularités sensorielles, ce qui est souvent le cas chez les personnes avec TSA. Nous ne disposons à ce moment-là que d'un diagnostic de TSA pour Arthur, mais nous n'avons pas d'autre évaluation pour mieux comprendre son fonctionnement. Nous décidons donc de faire passer une nouvelle évaluation pour mieux connaître le profil sensoriel d'Arthur, et ce qui s'avère plutôt pertinent, puisque à l'issue de cette évaluation, nous trouvons, cette évaluation nous montre, chez Arthur, un profil sévèrement perturbé au niveau sensoriel et notamment au niveau visuel. Ce qui engendre chez lui une recherche intense de stimuli visuels et un attrait particulier pour les détails, pour les objets colorés, pour les objets brillants, pour les objets en mouvement. Et donc, cet attrait peut aussi devenir envahissant au point qu'il focalise toute son attention là-dessus. Ce que nous confirmera aussi Arthur par son discours, puisqu'il était tout à fait en mesure de pouvoir discuter avec nous et nous expliquer un petit peu les difficultés auxquelles il pouvait être confronté. Donc, l'attrait d'Arthur pour ses bijoux vient aussi impacter ses échanges, ses interactions avec les autres, puisqu'il peut nous dire que lorsqu'il converse avec d'autres personnes et qu'elle porte des bijoux, lui va uniquement être attiré par ce bijou, il va focaliser sur ce bijou. Et notamment, donc, si la personne a un pendentif, une broche, il va du coup rester fixé longuement ce bijou. Et être complètement déconcentré au point de ne plus parvenir à écouter le reste de la conversation ou à répondre à d'autres attentes. Donc là, nous faisons le lien. Arthur donc, ne regardait pas les poitrines de ses interlocutrices, mais était plutôt focalisé sur ce fameux bijou. Donc, suite à cela, nous pouvons échanger de nouveau avec l'équipe, avec les professionnels. Nous leur faisons part de ces conclusions. Et rapidement, finalement, nous en venons aussi à élaborer donc, de nouvelles hypothèses et de nouvelles interprétations, ce qui permet de travailler de nouvelles pistes ensuite d'accompagnement avec les équipes. Et notamment, nous allons proposer des aménagements sensoriels pour Arthur. L'équipe a été aussi très en demande de sensibilisation pour mieux comprendre le fonctionnement des personnes avec un trouble du spectre de l'autisme. Et par ailleurs, il a été proposé à Arthur un groupe d'habileté sociale, donc en libéral, afin qu'il puisse adapter son comportement. Très bien. Merci beaucoup, Myriam. Avec plaisir, il reste donc une autre situation que Delphine Voilà, moi je vais vous parler de Mehdi. Mehdi, voilà, un jeune qui pour le coup a 16 ans, qui est accueilli par un IME. IME donc qui nous contacte, puisque vous avez compris qu'on n'intervenait pas au domicile des personnes que nous accompagnons, mais à la demande bien des établissements dans lesquels ils sont accueillis. Et Mehdi présente un trouble du développement intellectuel sévère. Donc, il est dyscommunicant. Alors, il a quelques mots, mais c'est vrai que son expression n'est pas du tout fluide comme dans la situation d'Arthur. Et donc, c'est très compliqué de le comprendre. Voilà. Même s'il progresse, bien sûr, il n'a que 16 ans finalement, et face à ces difficultés, ça prend du temps. Et pourquoi nous sommes interpellés? Parce que Mehdi se touche énormément, mais surtout touche beaucoup le corps des autres. Et ça, évidemment, comme vous le comprenez, c'est très envahissant. Et très vite, l'équipe évoque probablement une attirance ou une excitation sexuelle qui se fait en touchant l'autre de façon assez récurrente. L'équipe remarque d'ailleurs que Mehdi peut tout à fait toucher ses pairs, donc les autres jeunes accueillis dans l'institution, mais aussi des professionnels et de la même façon des personnes dans la rue qu'il ne connaît pas, qui sont tout à fait nouvelles. Et finalement, quel que soit l'âge, quel que soit l'aspect physique, quel que soit le genre de la personne. Donc quand même, beaucoup de questions se posent. On va effectivement mettre en place tout ce principe de travail avec l'équipe. On recueille beaucoup de données. On vient
observer Mehdi, bien sûr, et passer un peu de temps avec lui. Et nous proposons ce qu'on appelle un process d'analyse fonctionnelle qui permet justement d'aller chercher la fonction de ce comportement. Et donc, on va commencer par un relevé de fréquence. Un relevé de fréquence, c'est simplement un tableau tout simple qui permet de relever le nombre de fois où se produit le comportement. Et là, on va effectivement objectiver, il se trouve que dans cette situation, que le comportement est très envahissant. Ça se passe de façon récurrente, plusieurs fois dans la journée, systématiquement chaque jour en tout cas. Donc effectivement, on peut comprendre à quel point, et ça vient appuyer le sentiment de l'institution. Dans un deuxième temps, on va du coup établir une grille d'analyse fonctionnelle pour se dire finalement à chaque fois que le comportement a lieu, qu'est-ce qui s'est passé avant, puisque vous avez compris qu'il y a toujours un antécédent, et puis quelle est la conséquence. Tout ce travail, l'analyse de ces grilles va permettre de mettre en avant justement que Mehdi, en fait, touche les parties du corps de façon totalement indifférenciée et finalement assez rarement les parties intimes, c'est-à-dire les parties qu'on dit sexualisées, les seins, les fesses, le sexe. Donc là, l'interrogation vient et on va pouvoir mettre plutôt en arrière l'aspect d'excitation sexuelle qui est supposé dans la situation, même si peut-être qu'il y en a une partie, mais ce qui va venir très en avant, c'est la question de la méconnaissance du schéma corporel et le besoin pour Mehdi de venir découvrir son corps et comprendre comment ce qu'il est construit, comment les autres sont construits. Et il le fait par le toucher, plus que par le verbal. Donc, du coup, on va proposer à l'équipe de mettre en place 2 choses, mais en collaboration avec eux. Il se trouve qu'il y a une psychomotricienne dans l'établissement, ce que je trouve formidable. Comme vous l'avez compris, je suis psychomotricienne. Très heureuse de voir qu'il y en a dans les établissements. Qui propose des groupes de travail et elle va monter du coup un groupe de travail autour de la question de la découverte du schéma corporel. Et bien sûr, Mehdi y aura toute sa place, mais aussi avec d'autres jeunes de l'établissement. Et puis, il y aura de prévu, parce qu'il y a aussi une psychologue qui travaille sur les habiletés sociales, un temps en individuel avec Mehdi, de façon à pouvoir l'accompagner sur la question du comportement que l'on se doit d'avoir, intégrer ces normes sociales, autant que ce soit possible pour lui, avec ses difficultés de développement intellectuel. Voilà. Mais malgré tout, ça a tout son sens et on peut imaginer que ça fera son chemin. Voilà donc pour cette situation de Mehdi qui, une fois de plus, vous illustre ces situations où ces comportements qui ont une allure sexuelle ont en réalité une fonction autre que celle qu'on peut imaginer. Merci beaucoup Delphine et merci à vous 3 de nous avoir éclairés sur ces fameux comportements défis d'allure sexuelle. Est-ce qu'on reprend peut-être ces fameuses... Oui, tout à fait. Ouais. Donc, pour conclure, on va justement retenir que les principales fonctions de comportement de défi d'allure sexuelle rencontrées à l'élite sont l'expression d'un problème, peuvent être l'expression d'un problème somatique. Ça peut être une sensation physique désagréable, ça peut être aussi l'expression d'une douleur, d'une maladie. Ça peut aussi être le besoin de découverte du corps, ça peut être aussi l'expression de particularités sensorielles, telles que nous l'avons vu beaucoup dans la vignette présentée précédemment, avec notamment une recherche de stimuli sensoriels. Parfois aussi le besoin de vivre des rituels, et puis on ne les a pas tous notés, mais on peut aussi retrouver d'autres explications, notamment des difficultés à interagir, à communiquer de façon adaptée. Quoi qu'il en soit, de notre côté, nous allons toujours utiliser la même méthodologie pour pouvoir répondre à ces troubles du comportement, à savoir favoriser toujours l'exploration somatique, favoriser des temps d'observation, nous allons à la rencontre de la personne, nous allons tenter de comprendre son fonctionnement de façon écologique, proposer des évaluations aussi, et ensuite apporter du sens, voilà, comprendre en quoi ce comportement est une fonction, comme on a pu le dire et le répéter tout au long de nos présentations, et ensuite, selon les hypothèses que nous en ferons, proposer des stratégies aux personnes accompagnées.
Eh bien, merci beaucoup, du coup, à l'équipe mobile d'intervention. On va passer à la phase de questions. Alors, je vois que nos experts font des bravos parce que le collectif déterminé est toujours présent, Marie-Françoise Go aussi, donc voilà, ils font bravo. Donc, si vous avez des questions à poser du coup à l'EMIP, la parole est à vous via le chat. On a à peu près une petite dizaine de minutes pour pouvoir après laisser le temps à Marie-Françoise Gaud d'intervenir. Donc, Mila, est-ce qu'on a des questions? Pas pour le moment. Bon, pour laisser le temps aux personnes de formuler leurs questions via le chat. On va patienter encore un petit peu. Est-ce qu'on a perdu nos interlocuteurs? Ou est-ce que c'était tellement clair les comportements des filles que finalement, il n'y a pas de questions? On va retenir cette hypothèse. C'est ça, on garde celle-là. Hein? On va prendre ce truc. Il y a eu un avant, votre présentation. Les questions arrivent. Ah, Alors, bonjour, sur quel département intervenez-vous? Ah oui, très bien, effectivement, on ne l'a pas précisé. Dans la Haute-Garonne, mais il nous arrive aussi de nous déplacer dans des départements limitrophes, et notamment par dérogation de la... Et alors, c'est quel département à peu près? Alors, on essaye quand même de ne pas aller au-delà d'1 heure de notre lieu de travail, 1h30 maximum. On peut aller dans le Gers, on peut aller en Ariège, on a pu aller dans le Tarn, Oui, dans le on va aussi. oui, c'est ça, on note aussi. Ouais. Ça peut arriver, effectivement. Éventuellement l'Aude? Oui, mais en fait, ça peut arriver dans l'Aude aussi. Surtout, la question... Vraiment, on essaye de ne pas aller à plus d'1h30 parce qu'on n'est pas équipé pour, on n'a pas le personnel pour, et que ça nous demande du coup de nous déplacer sur une journée entière. Et voilà, au final, c'est très coûteux en temps, on passe plus de temps sur la route que, voilà, en termes d'efficacité, on est quand même moins cela, il faut être honnête. Après, il y a d'autres équipes mobiles sur le territoire. Il y a d'autres équipes mobiles qui commencent à exister, pas sur tous les territoires, c'est pour ça aussi qu'on se déplace. Par contre, on invite les gens à dire à l'ARS qu'ils ont besoin. Qu'il y a des besoins quand il y en a, puisqu'effectivement... Et je dirais, ça me permet peut-être aussi de compléter un peu la présentation, puisque après un appel, on a précisé qu'il y avait 4 temps du coup de rencontre préalablement en fait organisés et planifiés, à savoir du coup le recueil de données, les temps d'observation et ensuite la restitution des pistes de travail. Mais il y a aussi tout un suivi ensuite qui s'enclenche avec une fréquence et une durée variable selon les situations. Et lorsqu'on doit intervenir sur dérogation et effectivement lorsque le département se retrouve plus éloigné, on est contraint de limiter ces interventions puisque du coup, ça nous mobilise autrement. Une autre question? Oui. Alors, bonjour, pourriez-vous me dire si vous intervenez sur des personnes TSA sans déficience intellectuelle et des problématiques de relations issues de réseaux sociaux et problématiques de genre? Alors, ça ne nous est pas encore arrivé. Les réseaux sociaux, oui. Les réseaux sociaux, oui, genre, mais d'avoir des personnes TSA qui n'ont pas de difficultés intellectuelles, non, puisque, comme vous l'avez compris, nous travaillons à la demande des établissements qui accueillent ces personnes. Donc, forcément, elles ont leur handicap, en tout cas leur difficulté, hein, a un impact souvent sur leur capacité cognitive. Et donc, on se retrouve plutôt en face de situations avec des personnes qui ont des développements intellectuels modérés à sévères. Voilà. C'était une vraie question au point de départ de l'équipe, puisque le TSA était en avant. Aujourd'hui, on est en train de réfléchir d'ailleurs à la nomination de notre équipe et de nos spécialités, puisque vous savez qu'on parle plus de TND d'une manière plus large. Hein. Le TDAH fait partie du décor souvent. On a aussi quand même dans le panel de résidents que nous accompagnons des personnes qui ont par exemple des atteintes génétiques, hein, comme les X fragiles. On a des personnes qui font des Prader-Willi, qui présentent... Voilà. Donc vraiment, l'hétérogénéité de cette population n'amène en fait que très très rarement des personnes qui ne sont pas en situation de difficultés intellectuelles. Effectivement, comme on intervient dans les établissements, on se retrouve avec des personnes effectivement qui ont besoin d'aide. Et en général, effectivement, il y a une déficience, si ce n'est modérée à sévère, au moins légère. Les personnes qui n'ont pas cette difficulté-là sont souvent en capacité d'être au domicile et on n'intervient pas au domicile, ce qui fait qu'effectivement...
c'est plus compliqué. Mais on reconnaît qu'il y aurait sûrement besoin fait. également. Et il y a sur le territoire en France des équipes mobiles qui justement n'accueillent ou sont justement sur le domicile et n'ont que des personnes qui n'ont aucune difficulté intellectuelle et cognitive. Donc, voilà, il y a quand même des répartitions sur le territoire. Une autre question. Dans le cas de Mehdi, la psychologue en individuel a travaillé sur les habiletés sociales, mais de par sa déficience intellectuelle, le discours était porté sur les interdits. Alors, quand on parle d'habileté sociale, bien sûr que la question de l'interdit peut intervenir. Je n'ai pas en mémoire le contenu précis, puisque c'est la psychologue de l'institution qui a mené ce travail. Cependant, quand on avait évoqué cette piste de travail ensemble, l'idée, c'était vraiment de revenir à des choses très, très basiques et commencer par ce qui est autorisé. Et je crois que c'est beaucoup plus simple pour une personne de comprendre ce qui est autorisé et ce que l'on peut faire, ou donner une alternative à ce qui est interdit, avant de commencer par la Croix-Rouge. Vous savez bien, mais bien sûr que ça fait partie de la question quand on travaille les habiletés sociales. Je ne sais pas si ça répond à la question. Bien sûr qu'en tout cas, le travail n'était fait qu'à travers des supports visuels. Un langage très concis, très simple, très épuré. L'idée, c'est pas de venir donner des tonnes d'informations, mais d'essayer de faire intégrer la base des choses et pour après ça progresser, on l'espère, on le souhaite, et que ce jeune puisse s'apaiser, mieux se connaître, mieux comprendre cette question du rapport au corps à l'autre d'une manière générale. Prochaine question, est-ce que vous travaillez seulement sur les problématiques d'ordre sexuel ou d'apparence sexuelle, ou vous pouvez aussi intervenir sur des problématiques de comportement plus larges? Nous intervenons sur des problématiques de troubles du comportement de façon plus large. Et parmi ces troubles du comportement, il peut y avoir des troubles du comportement d'ordre sexuel ou d'allure sexuelle, mais ce n'est pas uniquement ça. Oui, c'est pas la majorité de nos interventions, effectivement. Vanessa vous a un petit peu, pour ceux qui reverront le webinaire, mais a très bien expliqué tout à l'heure cette notion de comportement défi qui en fait touche énormément de domaines et ont des manifestations très différentes. Et donc forcément, la sexualité peut en faire partie, mais c'est évidemment pas forcément les premiers que l'on rencontre d'ailleurs. Je crois qu'un des premiers, c'est la question de l'hétéroagressivité, c'est le fait d'aller faire du mal à l'autre d'une manière ou d'une autre. Et puis après, le second, ça peut être aussi même le repli, qui n'a pas été noté. Voilà, quelqu'un qui, par exemple, n'a plus aucune interaction, se fait oublier, voilà, est aussi une forme de comportement défi pour l'équipe, de se dire comment faire pour l'amener à participer, à être en lien avec les autres, etc. Donc, vous voyez, la notion de comportement défi est très large. Ici, nous sommes partenaires voilà, avec le centre ressources voilà, le centre ressources. Donc forcément, on est venu présenter notre travail par cette fenêtre, mais on pourrait tout à fait élargir le propos sur d'autres. Oui, ça peut être, pour donner des exemples peut-être, on peut travailler effectivement sur des problèmes d'agressivité, mais aussi de l'alimentation, des troubles de l'alimentation, des troubles du sommeil. Effectivement, c'est très variable. Peut-être pour résumer, tout comportement qui va poser problème au professionnel, qui va impacter le collectif, qui va être intense, qui va être fréquent, ou alors dès qu'il y a un changement de comportement. Alors, il y a Fabienne qui nous pose une question en complément de sa question de tout à l'heure, par rapport aux personnes TSA sans déficience intellectuelle, qui nous demande si vous auriez des pistes sur quelqu'un qui pourrait intervenir sur ces problèmes-là. À Toulouse? Peut-être, moi je vais répondre un petit peu comme je crois Alexia tout à l'heure. Peut-être que c'est une chose qui peut se parler en off, puisqu'il semble être une situation un peu spécifique, voilà, et être beaucoup plus pertinent dans la réponse que juste donner comme ça un peu au hasard des choses. Voilà, mais j'ai envie de dire, d'une manière générale, le centre ressources, bien sûr, autisme peut être déjà une réponse en local. Peut-être ce qu'on n'a pas dit, c'est quand les équipes nous appellent pour la première fois pour prendre contact avec nous, pour faire des demandes, il arrive que les demandes, qu'on ne puisse pas répondre aux demandes et qu'en soit, voilà, ça ne fasse pas partie de nos fonctions.
effectivement, on peut réorienter. Donc, que la personne n'hésite pas à téléphoner à l'EMIP. Ouais. Donc, on pourra transmettre éventuellement voilà, les coordonnées de l'EMIP si ça peut être intéressant. Et effectivement, si on n'est pas sur le département de la Haute-Garonne ou les départements limitrophes, se rapprocher du centre ressources autisme, soit celui de Toulouse, soit celui de Montpellier, puisqu'il y a aussi un centre ressources autisme à Montpellier qui peut aussi apporter des réponses et qui saura peut-être aussi vous orienter vers des professionnels qui pourront aussi analyser ces questions de comportement des filles pour des personnes qui ne sont pas en établissement. Alors, nous avons Agnès qui nous dit par rapport à la question du cas de Mehdi, voilà, si on avait bien compris que c'était pour travailler, le chat qui est parti, c'est bon, que c'était bien pour travailler sur les habiletés sociales et non les habiletés. Ah oui, c'est habileté sociale, ce petit mot qui vient nous tracasser toujours. Alors, oui, parce que c'est peut-être dans le... Mal traduit encore. Ah, voilà. Non, c'est bien habileté sociale, tout à fait. Et voilà, et des personnes ont dû partir pour des obligations professionnelles. Donc, je vous remercie pour ces informations. Eh bien, merci à eux. Donc, du coup, nous, on va passer à notre dernière intervenante. Un petit changement encore. Merci. Voilà. Donc, maintenant, j'accueille Marie-Françoise Gau. Bonjour. Qui veut venir s'asseoir à côté de moi. Oui, hein, bah oui, Marie-Françoise. Donc, Marie-Françoise Gau, elle est médecin. Elle intervient au Centre de santé sexuelle de la Haute-Garonne. Et donc, ses spécialités sont les consultations médicales, contraception et IVG, et l'information et l'éducation à la sexualité individuelle et collective. Ce qu'on peut dire, Marie-Françoise, c'est qu'en fait, ces centres de santé sexuelle, on a fait venir, parce qu'aujourd'hui, le webinaire se déroule à Toulouse, donc on a fait venir Marie-Françoise, mais il y en a un dans chaque département. Voilà, donc tout à fait. Donc, effectivement, les centres de santé sexuelle, c'est le nouveau nom. L'ancien nom parlera peut-être un peu plus. C'était les centres de planification et d'éducation familiale qui sont issus des lois Neuwirth et Veil, donc, qui remontent aux années 1972, pour permettre à toutes les femmes d'accéder, mineures, majeures, d'accéder à la contraception et à l'IVG. Voilà. Donc, il y en a un, effectivement. Donc, ils ont été rattachés au département et rattachés à la protection maternelle et infantile. Donc, effectivement, il y en a un dans chaque département, comme tu l'as dit. Il faut noter que celui de la Haute-Garonne, par volonté politique, a été particulièrement bien doté en moyens humains, ce qui nous permet d'intervenir sur tout le département de la Haute-Garonne, sur une trentaine d'antennes qui sont les centres médico-sociaux du département, qui sont les universités. Ça, c'est très novateur, et ça depuis 2006. Hein, c'est très novateur. On intervient sur les 3 universités toulousaines, sur des consultations. Dans les établissements de santé, hôpitaux Joseph Ducoing, Saint-Gaudens et Paul de Viguier, ainsi que de façon tout à fait récente dans certains lycées, sur la demande du proviseur, où effectivement on a monté des consultations médicales au sein du lycée. Voilà. Donc, on est une équipe qui comporte 7 sages-femmes, conseillères conjugales et familiales. On a 4 médecins, 5 médecins, mais il y en a un qui est un petit peu arrêté là en ce moment, mais on est voilà, 5 médecins et 2 personnels administratifs pour la prise de rendez-vous. Voilà. Donc, j'ai voulu vous montrer ce que c'était qu'une journée type, voilà, à travers certaines personnes que l'on peut accueillir. Alors, on a le matin la consultation médicale. Donc, il y a Nadia qui a 15 ans, qui est donc dans le secret de ses parents, qui envisage des relations sexuelles et qui souhaite une contraception. Donc, Nadia, de par la loi, a tout à fait le droit de venir nous voir et d'avoir une consultation médicale avec un professionnel de santé, médecin ou sage-femme chez nous, pour avoir accès à la contraception dans le secret de ses parents et avec la possibilité de se procurer les contraceptifs gratuitement en pharmacie, et ce jusqu'à 26 ans.
Voilà, ça c'est donc sans avoir besoin de sa carte vitale. Voilà. On a aussi Marie, 23 ans, donc elle est étudiante à l'université Paul Sabatier et voilà, elle souhaite faire une interruption volontaire de grossesse et on va l'accompagner sur ce parcours qui est un petit peu compliqué, que ce soit sur l'IVG médicamenteuse qu'elle peut faire au sein du centre de santé sexuelle avec nous, ou sur une IVG médicamenteuse, mais dans le libéral, ou sur une IVG chirurgicale dans les établissements de santé qu'elle choisira. Voilà. Mais on va l'accompagner. Voilà. Ça fait partie de nos missions. Donc, dans nos missions, vous avez compris que c'est la maîtrise de la fécondité avec la contraception pour éviter les grossesses non désirées. Et si malheureusement une grossesse non désirée arrive, l'accompagnement à l'IVG, y compris chez les mineurs, dans le secret. Voilà, donc c'est nos deux missions principales. On a aussi Emma et Pierre qui, eux, ont des difficultés dans leur couple depuis quelque temps et qui souhaitent en parler. C'est pour cela que dans les centres de santé sexuelle, nous avons des conseillères conjugales et familiales qui font ces entretiens de couple qui donc peuvent aider Emma et Pierre. Parmi les autres entretiens que l'on fait, il y a les entretiens décisionnels, donc on revient là encore à l'IVG avec l'aide à la décision pour savoir si la personne souhaite ou pas garder la grossesse, ainsi que les entretiens pré-IVG qui sont proposés aux majeurs et qui sont obligatoires pour les mineurs. Et ça, effectivement, nous les réalisons aussi. Voilà. Et ce, sur tout le département. Voilà. Et Marie-Françoise, du coup, nous, on est un centre ressources pour les personnes en situation de handicap. Mais est-ce que vous intervenez auprès de personnes en situation de handicap? Tout à Est-ce qu'elles fait. peuvent venir dans les centres de santé sexuelle? Avec grand plaisir. Tout à fait, elles peuvent venir, donc c'est sur rendez-vous, bien sûr. Elles peuvent venir dans tous les centres, dans les 31 antennes où on consulte, on en reçoit. Pour effectivement alors à la fois sur de l'orientation, sur de l'information à la sexualité, vie affective, information individuelle, sur de l'accès à la contraception, l'accès à l'IVG bien sûr, et sur les infos, puisque notre deuxième grande mission, c'est l'info individuelle ou collective à la sexualité, à la vie affective. Bien, on reçoit, alors soit on se déplace dans les IME, les foyers qui accueillent des personnes en situation de handicap, soit par exemple dans les collèges où on intervient, où il y a des classes Ulysse, et où donc on intervient sur des classes Ulysse, soit aussi sur la maison des adolescents, où on est en partenariat, puisque c'est un service aussi du conseil départemental, qui accueille des groupes de personnes en situation de handicap et où on peut, nous, intervenir sur la thématique de la vie sexuelle et affective. Voilà. On intervient aussi sur des femmes qui sont hébergées dans des foyers. Voilà. Sur ces thématiques donc des infos à la sexualité et à la vie affective, alors elles ont principalement lieu dans les collèges, puisque les collèges sont une compétence départementale, mais aussi dans les lycées. Donc ces fameuses classes Ulysse, alors les objectifs, peut-être qu'on peut passer la slide suivante. Voilà, donc c'est sur demande des principaux de l'établissement, de l'infirmière scolaire, de l'équipe pédagogique. Voilà, c'est ce que j'avais dit, hein, c'est sur les directeurs d'établissement qui accueillent des personnes en situation de handicap. Et les objectifs, c'est les... Tu peux passer là. Oui, là, oui. Mais là, t'es parti là.
Voilà. C'est donc les objectifs, c'est cela, c'est l'information sur la contraception, l'IVG et la prévention des maladies sexuelles, enfin des infections sexuellement transmissibles, la prévention des grossesses non désirées, la prévention des violences sexuelles. Alors, il faut savoir que depuis 2006, en consultation, on pose la question systématiquement, au même titre qu'on demande ce que vous fumez, bon, on pose la question. Donc, effectivement, en posant la question, on a des réponses. Voilà, donc on travaille avec donc, tout un réseau sur la prévention des violences sexuelles, mais aussi on leur parle du respect de l'autre, du consentement, les rappels à la loi et bien sûr la déconstruction de la pornographie, puisque on sait très bien que les études ont prouvé que 100% des élèves du niveau de troisième ont déjà été mis au contact d'images pornographiques, voilà, soit qu'ils soient allés les chercher, soit qu'on les leur ait montrées. On parle aussi des nouvelles formes d'addiction, les réseaux sociaux, les envois de nudes, etc. Voilà. Et ça se passe, donc on répond aux questions posées en amont et de façon anonyme par les élèves. Mais quand il n'y a pas de questions, parce que voilà, c'est un peu compliqué, on a des outils aussi pour que ces questions soient posées librement voilà, par les élèves lors de l'intervention. Donc, pareil pour les classes Ulysse, on a des outils adaptés, des jeux adaptés. Voilà. Voilà. Donc oui, je vous ai donné quelques chiffres là pour vous montrer que c'est quand même un gros centre. Voilà, on a fait plus de 6000 consultations. On reçoit environ un peu moins de 10% de mineurs, ce qui est à peu près les chiffres de la population nationale, hein, enfin, des autres centres de santé sexuelle. Et on a réalisé voilà, plus de 300 entretiens de conseil conjugal ou de planification. Voilà. Et on intervient, voilà, 101 séances d'éducation à la sexualité, 66 dans des collèges et donc 35, si je compte bien, dans les établissements, soit établissements spécialisés, soit des foyers qui accueillent des jeunes, soit des foyers qui accueillent des adultes, des jeunes travailleurs, des femmes seules avec enfants. Voilà. Voilà. Donc, les centres de santé sexuelle, hein, pour le centre ressources Intime Agir, sont effectivement aussi voilà. des partenaires et des experts vers qui on peut se tourner dans chaque département. Tout à fait. Si vous appelez notre numéro, vous tomberez sur un accueil administratif et il y aura un accueil spécialisé si vous avez des questions. Voilà. Et on peut même recevoir, encore une fois, même si ce n'est pas pour une consultation, c'est de l'information individuelle à la sexualité. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Françoise. Merci à vous. Du coup, on passe à la dernière phase de questions. Si des personnes qui sont encore présentes ont des questions sur les centres de santé sexuelle, on a encore aussi les autres membres qui étaient présents sur ce webinaire. Hein, et qui m'ont lâché là sur les chaises à côté. Le collectif déterminé et les équipes, on peut peut-être essayer de se resserrer et comme ça on finalise ce webinaire tous ensemble avec les experts présentes qui ont pu rester parmi nous. Je pense qu'on arrive à tenir à 4 ici. Là, oui. Ça devrait aller. Voilà. Et bien super. Et voilà. Donc, voilà, on s'est toutes réunies. Il manque juste Alexia Perret, mais Alexia Perret, elle devait prendre un train, donc elle était avec nous ce matin, mais elle est partie. Elle part, donc du coup, oui. Toujours dans la thématique. À Paris, aux journées orgasmiques, nos collègues du Centre Ressources Intime Agir, du coup, de la région Île-de-France, l'ont invité à présenter son jeu Sexeco, là, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, est-ce qu'on a des questions ? Donc, par exemple, si une jeune en IM Pro avec un DDI de 15 ans formule une demande aux éducateurs de rendez-vous en centre de santé sexuelle dans le but d'une contraception, quel positionnement des équipes en termes de législation notamment et relations avec les parents ? Alors, elle peut venir. Alors, le positionnement des équipes, c'est que de toute façon, on accueille toutes les personnes mineures, ça c'est sûr. À partir du moment où elles ont une puberté.
parce qu'on ne fait pas les enfants, sinon c'est la PMI, bien sûr, et qu'elles peuvent venir, comme les jeunes de 15 ans qui ne sont pas en situation de handicap, elles peuvent venir dans le secret de leurs parents, sans aucun souci. Ensuite, est-ce qu'il y a un centre de santé sexuelle dans le Tarn-et-Garonne? Alors oui, il y en a dans tous les départements. Après, c'est toujours un petit peu plus compliqué parce que c'est financièrement les ressources financières du département et c'est la volonté politique du département. Donc, ils sont peut-être comment dirais-je, en moyens humains un peu plus restreints que nous sur la Haute-Garonne. Voilà. Mais il y en a un, c'est sûr. Mais ils sont présents. Oui. Mais ils sont présents, c'est sûr. Et parfois, ils ne s'appellent pas encore centre de Voilà. santé sexuelle. Alors, voilà, exactement. L'appellation centre de santé sexuelle, c'est la loi Taquet 2022. Donc, peut-être que c'est un petit peu jeune encore pour qu'il y ait eu des démarches de fait, mais c'est des centres de planification et d'éducation familiale. D'ailleurs, j'en profite pour rebondir et faire un petit éclaircissement avec une confusion très fréquente entre planning familial et centre de planification. Donc, le planning familial qui devait être présent aussi à mon côté, donc qui n'est pas là, c'est une association du coup qui est présente plus ou moins en fonction des territoires. Je sais qu'en fonction des départements, parfois des délégations sont en sommeil, mais en tout cas, c'est une association qui va porter aussi des questions de vie affective, sexuelle, d'orientation sexuelle, des questions d'identité de genre, d'information autour de toutes ces questions, de facilitation aussi à l'IVG, etc. Mais c'est une association militante par rapport à ça, féministe et militante, et les centres de planification, donc nouvellement nommés centres de santé sexuelle, ce sont d'autres types de dispositifs qui sont présents systématiquement, d'autres financements, d'autres plateaux techniques, tout à fait, avec du personnel soignant, alors que dans les plannings, ce sont des consultations médicales. Voilà, dans certains plannings familiales, ils ont récupéré la mission planification et effectivement, c'est toujours financé par le conseil départemental qui aide le planning familial à organiser cette planification. Ce n'est pas le cas en Haute-Garonne et ce n'est pas le cas dans les départements limitrophes de la Haute-Garonne. Voilà. Par contre, le conseil départemental subventionne l'association planning familial sur la Haute-Garonne pour des interventions sur des personnes en situation de handicap. Proposant des ateliers, exactement, voire de recevoir les personnes en consultation individuelle pour avoir un rendez-vous. Ce n'est pas des consultations, c'est un échange. C'est un rendez-vous individuel pour échanger sur les thématiques de vie intime, affective et sexuelle. Ensuite, prochaine question, donc là c'est pour le collectif déterminé. Au sein de notre établissement, nous avons proposé mi-mai aux résidents d'un foyer d'hébergement et foyer logement éclaté de s'inscrire à un groupe de parole autour de la vie affective et sexuelle. Proposer des groupes de parole est nouveau au sein de notre structure. Leur réaction a été de bloquer sur le mot sexuel et de dire c'est privé. Comment amener les résidents à s'inscrire dans cette nouvelle approche et écoute? Merci. Alors ça, c'est tout à fait une thématique que l'on aborde, en fait, et justement, c'est quand on forme les professionnels qu'on leur explique, en fait, déjà la différence aussi entre groupe de parole et atelier, qui pour nous n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que le groupe de parole, c'est on se réunit, en fait, la parole est libre, c'est-à-dire que n'importe quel sujet peut être amené par les personnes, ce qui n'est pas toujours évident, en fait, à animer. Et c'est pour ça qu'on préconise plutôt de démarrer par des ateliers, et les ateliers, en fait, finalement, la nuance, il y en a une quand même, c'est de se dire, il y a déjà un thème, en fait, qui va être amené. Et on va progresser en fait dans les thématiques. Et en fait, évidemment, la sexualité, ça vient toucher l'intimité, donc je ne suis pas étonnée de ce type de réaction. Voilà, on a les deux, hein, c'est-à-dire parfois, oui, génial, on va parler de sexualité, on est prêt, on est au taquet. Et à d'autres moments, c'est un peu délicat pour nous, voilà, la difficulté en fait se livrer à parler de l'intimité. Je rappelle quand même que on pense que ça va être évident dans les établissements de parler de ça, mais si on interpelle comme ça le grand public en disant on fait un atelier, parlons de sexualité, la plupart des personnes vont nous dire non mais moi j'ai pas envie de me confier sur ma vie intime. Enfin voilà, c'est une réaction qui est tout à fait logique. C'est pour ça qu'on va plutôt parler de vie affective, relationnelle et sexuelle et qu'on va
avant de parler de sexualité, parler d'autres thèmes en fait. Et finalement, les premiers ateliers, on va être beaucoup sur les émotions, sur la vie relationnelle en fait, et on va parler des relations amoureuses, de l'amitié, enfin voilà, on va vraiment commencer autrement, pour donner aussi de la confiance dans le groupe, parce qu'on n'a pas tous envie de se livrer sur sa vie intime, donc comment on peut démarrer en fait avec d'autres sujets finalement. Donc ça peut être fait comme ça dans l'établissement en fait, de commencer en parlant, voilà, peut-être on va parler de vie affective et relationnelle, voilà, si on sent en fait que ça coince un peu, et puis ensuite on verra, les langues se délieront, en général ça fonctionne bien, et peut-être que d'autres sujets plus intimes liés à la sexualité seront abordés. Moi j'aurais assez envie d'ajouter que très souvent les équipes ont envie et en même temps ne savent pas comment. Et on invite beaucoup à la question de se former, parce qu'effectivement, tout n'est pas intuitif. Et pour pouvoir être à peu près confortable et sécurisé dans l'idée qu'on va au bon endroit, qu'on dit les bonnes choses de la bonne manière, en tout cas le mieux possible, c'est quand même par la formation au départ. Et c'est vrai qu'on invite beaucoup les établissements, les responsables d'établissements de mettre en place des formations de façon à sécuriser les équipes et justement à apprendre à animer ces ateliers et à les construire. Voilà. Et si on peut se dire, par rapport à notre circulaire, la question de la formation, c'est aussi quelque chose qui apparaît dans cette circulaire. C'est une obligation. Moi, pour compléter à nouveau, c'est un super travail d'intelligence collective qu'on fait là. On complète les unes les autres, c'est très enthousiasmant tout ça. Juste pour aussi, par rapport à la question qui était précisément posée, pour dire qu'effectivement, on va toujours s'inscrire dans la définition de la santé sexuelle de l'OMS, qui est une définition en fait qu'il nous faut avoir en tête et qu'on évoque aussi dans le cadre de différentes formations, justement pour commencer à tout un chacun en fait, de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot sexualité. Parce que derrière le mot sexualité, souvent, ce qui est dans nos représentations, c'est pratiques sexuelles. Les pratiques sexuelles, oui, on peut en parler, mais ça ne va pas être la première chose qu'on va mettre sur le devant de la table. Et donc, dans cette définition de l'OMS qui est assez longue et complète, mais retenons en fait l'aspect essentiel, c'est que la santé sexuelle, c'est un état de bien-être psychologique, social, émotionnel, dans tous les aspects en fait, de la vie, relatifs à la sexualité, et surtout qui implique une approche positive et globale de la sexualité. Donc, positive et globale, ça veut dire justement tous ces aspects qu'on ne mesure pas quand on entend ce mot sexualité, bien au-delà des pratiques. Et avant de parler des pratiques, comme le disait Sandrine, il va être question du repérage émotionnel pour soi et chez les autres. C'est le travail de fond d'ailleurs pour le consentement, qui est un sujet constant, permanent, à toujours venir mettre sur le devant de la scène. Et donc, du coup, ça va être aussi la connaissance du corps, ça va être aussi les habiletés relationnelles, ça va être tout un tas de choses qui vont composer aussi la sexualité. Donc, je peux comprendre que ce mot-là crée parfois une surprise, un étonnement, voire un frein. Il suffit aussi de l'expliquer, de le déconstruire, et éventuellement une autre alternative, c'est peut-être pas de l'expliciter aussi clairement au début, ça peut être une façon de faire, effectivement, pour permettre aux personnes de comprendre quel est cet espace-là, qu'est-ce qui est possible de faire. Mais en tout cas, moi, je préconise quand même que le mot sexualité apparaisse, mais du coup qu'il soit explicité, que les personnes comprennent qu'on ne va pas forcément être obligé aussi d'entendre, de voir ou de parler de notre propre vie intime à ce sujet. En tout cas, ça nous permet aussi de réaliser, quand on a ce type de réaction, que très certainement, s'ils ont été en IME avant d'aller en foyer, que ça n'a pas été abordé. Parce qu'on se rend compte que lorsqu'il y a déjà eu des interventions et des ateliers en IME, quand ils arrivent au foyer, c'est assez open en fait pour échanger sur la vie affective et sexuelle. C'est un peu la même chose aujourd'hui que quand on n'a pas eu d'éducation à la sexualité, quand on était jeune, en fait, enfant et adolescent, et bien c'est sûr qu'on se retrouve à l'âge adulte avec des difficultés à aller parler de sa sexualité, même en consultation individuelle, et que ça reste extrêmement tabou. Quand on prend l'habitude d'en parler, la parole, elle se libère plus aisément. Est-ce qu'on a d'autres questions, Mila? Pour le moment, non. Bon, eh bien, on arrive. Donc, bonjour, nous animons également des ateliers VAS au sein de notre structure, EAMM. La plus grande difficulté pour nous aujourd'hui est de réussir à faire venir les personnes musulmanes dans les ateliers. Et il est également difficile de les orienter vers des professionnels du soin.
Qui veut répondre? Les tabous, les experts. Est-ce une Il y question avait ou un une question ou un constat? Je pense que là, c'est un constat, je n'ai pas de... Oui, c'est un constat. C'est un constat. C'est un constat, mais on peut peut-être alimenter un petit peu, rebondir par rapport à ça. Effectivement, en fait, bon, là, il est question de personnes musulmanes, mais en tout cas, c'est important de pouvoir globaliser et de voir aussi que, effectivement, tout ce qui va être repérage et situations culturelles, voire religieuses, quelle que soit la religion, quelle que soit la culture, va faire, en fait, le terreau d'un système de représentation. Et pour certaines personnes, effectivement, parler de ces sujets est quelque chose d'absolument tabou, absolument de quelque chose de particulièrement transgressif. Donc, le tout, nous, dans tout ça, ça va être de pouvoir entendre à la fois cette position-là, une position morale, mais nous aussi toujours de pouvoir agir au niveau éthique, c'est-à-dire d'entendre sans confronter, mais aussi de rappeler aussi le droit et de faire en sorte que les personnes ont aussi accès à des informations adaptées à leur niveau de compréhension, adaptées à leurs possibilités. Donc, c'est toujours un doux équilibre qui est de notre ressort, pour le coup, d'entendre en fait ce besoin ou ce frein qui peut s'entendre, mais aussi la possibilité d'avoir un espace aussi confidentiel pour avoir des informations par rapport à ça. Là encore, derrière, il y a souvent des confusions. Et peut-être on peut aussi aller un pas plus loin en disant qu'aussi actuellement, il y a quand même des groupes, je dirais, de pression assez importants, assez actifs, qui viennent diffuser une idée erronée de ce que c'est l'éducation à la sexualité, comme on va apprendre les gens à avoir certaines pratiques sexuelles et tout ça, ça n'est pas du tout l'objet. Ça, c'est important peut-être de le dire ici sur quelque chose de médiatique avec une portée, c'est-à-dire que l'objet n'est pas d'aller au-devant des besoins exprimés par la personne. L'idée n'est pas de formater ou d'inciter. L'idée, c'est justement d'ajuster, de donner les informations pertinentes pour la personne pour répondre à ses besoins et lui éviter en fait les écueils d'un manque d'informations qui ne manque pas d'intervenir plus tard dans la vie tout court, soit en étant empêché de poser des questions et d'avoir des informations importantes pour sa santé tout court, soit en se fourvoyant dans des relations difficiles de domination ou d'emprise. Donc du coup, l'idée, c'est de pouvoir entendre, encore une fois, le prisme moral des personnes, mais nous, on se positionne à un autre niveau, et donc du coup, on peut tout à fait aussi accueillir et adapter le discours en fonction de ce qui est pertinent pour les personnes. Quelle que soit la religion, quel que soit l'apport culturel, sans forcer, mais du coup en restant disponible, et ça fait partie aussi des ajustements, des adaptations qui sont de notre ressort. Est-ce que vous voulez compléter par rapport à ça? C'est bien, très très bien dit. Merci Amélie. Une dernière question? Alors, c'est la même personne qui complète, et quand il y a mise en danger, mais refus de soins. Ah ben là, du coup, ça nous pose sur des questions vraiment éthiques, complexes. S'il y a une mise en danger par rapport à ça, donc il faudra en savoir un petit peu plus. Ça vaudrait le coup peut-être d'avoir un temps particulier pour essayer de comprendre un peu plus finement la discussion. En quoi relève la mise en danger? En fait, le refus de soins, qu'est-ce qu'il y a derrière un petit peu? Nous, ça va être, en tout cas, le plus gros de l'accompagnement dans ces cas-là, ça va être de rappeler les droits, de rappeler la présence, de rappeler notre disposition, notre disponibilité, pardon, rappeler qu'on est là, qu'on ne lâchera pas, enfin, qu'on peut être présent quoi qu'il arrive. Et voilà, ça va être surtout rappeler les droits. Après, mais là, je ne veux pas m'avancer puisque du coup, on n'a pas assez d'éléments. Mais en tout cas, enfin, voilà, il faudra en savoir un petit peu plus, mais en tout cas, au moins se tenir toujours disponible, laisser toujours la porte ouverte, laisser rappeler les droits constamment, ça c'est vraiment déjà le travail fondamental de base. Et ensuite, du coup, en fonction de ce qui est présent pour la situation, il va falloir ajuster aussi les choses. Quoi qu'il arrive, quand il est question aussi de mise en enjeu, il y a un devoir aussi de notre part aussi de signaler et de faire en sorte que si on a connaissance qu'une personne en situation de vulnérabilité, surtout si elle cumule des vulnérabilités de type d'âge, de situation de handicap ou autre, puisse aussi être accompagnée. On ne peut pas non plus trop être passif par rapport à une situation où on sait qu'il y a de la violence en jeu. Je voulais juste compléter en fait et rajouter la difficulté mais qu'on rencontre dans beaucoup d'établissements. Donc je ne sais pas si en filigrane c'était cette question-là, mais c'est la question de ce que doivent faire les établissements, et les établissements doivent respecter le cadre légal et de la pression des familles, puisque ce que tu citais pour l'éducation à la sexualité, la pression de certains mouvements, on le ressent, hein, il ne faut pas se mentir, la pression parfois de certaines familles qui, voilà, c'est peut-être ça ce refus de soins, mais voilà, l'établissement il a aussi
des règles à respecter et un cadre en fait à respecter dans son accueil en fait et dans son accompagnement. Donc, mais je sais que parfois c'est des sujets très sensibles et parfois les professionnels en fait éprouvent des difficultés à se positionner par rapport au message en fait des familles et à ce que eux souhaitent et doivent mettre en place. Et aussi, pour rebondir, dans le cadre d'établissement, du coup, ce qui peut faire frein, c'est l'aspect collectif d'un groupe de parole. Et du coup, le fait de participer à quelque chose de collectif. Dans des situations comme ça peut être très utile justement de jouer sur l'accompagnement individuel pour ajuster et éviter cette confrontation, aussi cette stigmatisation possible au sein même de l'établissement par rapport à ça, mais qu'un accompagnement puisse se faire de façon individualisée, ajustée, adaptée en fonction de la diversité que compose la situation. Ça peut peut-être aussi dire que ce qui est important quand même, c'est de pouvoir communiquer et communiquer peut-être même en amont de cette mise en place de ces ateliers ou de ces espaces d'échange ou de groupes de parole autour de la vie affective et sexuelle, par le livret d'accueil, par l'inscription aussi de cette éducation à la vie intime, affective, relationnelle, sexuelle dans le projet d'établissement et dans toutes finalement les phases d'accompagnement des établissements. Parce que si les choses sont communiquées, après, c'est le comment qui va s'ajuster et qui va du coup s'adapter à chaque situation. Mais il faut aussi qu'il y ait cette communication et cette inscription dans les projets d'établissement, dans les livrets d'accueil de cet accompagnement, au même titre qu'on va accompagner sur la vie relationnelle, qu'on va accompagner sur l'autonomie ou qu'on va accompagner sur l'insertion professionnelle. Ça fait partie des missions des établissements médico-sociaux. Et ça, c'est important parce que je pense que par manque de communication, quand les choses sont mises en place, du coup, il y a une espèce d'écart entre ce que attendent finalement les familles d'un établissement, autour peut-être de la scolarité ou autour de l'insertion professionnelle, et ils ne comprennent pas que du coup, il y a quelque chose autour de la vie intime, affective, relationnelle qui peut-être est traité, ils le pensent, dans le cadre familial. Or non, c'est aussi la mission des établissements médico-sociaux. Je crois qu'on arrive à la fin. Oui. Nous avons juste une dernière question, un petit message. Un petit message. Quelqu'un qui nous dit merci beaucoup, très intéressant et formateur. Je suis en formation du FES et cherche à en savoir plus pour la suite. Je dois partir travailler, mais je reviendrai sûrement vers vous. Voilà. Et nous avons après des remerciements pour toutes les interventions. Merci à tous. Donc, si vous avez besoin d'informations plus précises, on pourra peut-être envoyer à toutes les personnes qui nous avaient demandé le lien, à la fois peut-être les coordonnées de tous nos intervenants et puis la plaquette du Centre Ressources Intime Agir. Et comme ça, vous pourrez prendre contact avec nous. Merci à toutes nos expertes d'être venues en présentiel, même de loin, avec nous ce matin. Et on vous dit à très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.